Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous accueillir en ce début de semaine. Bonjour Eric. Bonjour Magali. On va partir en Iran pour commencer l'émission évidemment parce que Donald Trump met de plus en plus la pression sur le régime iranien. Le président américain affirme qu'un dialogue est sur le point de commencer. Mais si jamais ça ne fonctionnait pas, il était prêt à faire parler les armes. D'où notre question aujourd'hui. Où s'arrêtera Donald Trump? Son désir d'impérialisme semble sans limite. En témoigne une photo qu'il a postée au cours de la nuit. C'est tout un symbole, vous comprendrez puisqu'on vous la montrera tout à l'heure. L'Iran donc, et puis nous allons également parler sur le plan national intérieur du service national, mesdames, messieurs. J'ai regardé les choses de près, d'abord ça commence aujourd'hui. Le service national commence aujourd'hui. Hommes, femmes, voilà. J'ai regardé de près, c'est pas un centre aéré, hein, c'est quand même un peu plus sérieux, ça dure 10 mois, c'est rémunéré, etc. La grande question qu'on se pose quand même avec Magali, c'est très bien, voilà, le monde se durcit, c'est plus difficile, des jeunes vont venir participer au service national. Est-ce qu'au fond des choses, oublions le côté bureaucratique et administratif, est-ce qu'au fond des choses, il y a une génération de jeunes Français qui sont prêts à mourir pour la France? Elle est là la question et on va se la poser dans notre émission aujourd'hui. Et puis on verra que les idées du Rassemblement national ne cessent de progresser dans l'opinion. Jamais les Français n'ont été aussi en phase avec les propositions du RN. Comment l'expliquer alors que le parti doit faire face au procès cette semaine en appel de Marine Le Pen? Il s'ouvre demain, un procès qui va décider de son avenir politique. On verra que visiblement Marine Le Pen a décidé de changer de stratégie de défense. On vous racontera tout au cours de notre émission. Ça commence maintenant. Et puis à la une de l'actualité, bien évidemment, les manifestations qui se suivent en Iran. Difficile de tirer un bilan pour nous, journalistes occidentaux, parce qu'en réalité, toutes les communications sont coupées, mais le régime tue, ça c'est une certitude. Il tue beaucoup. Les ONG estiment qu'il y a eu au moins 190 Iraniens qui ont été tués ces 2 dernières semaines, mais certains disent qu'en réalité le chiffre est beaucoup plus important que ça. En tout cas, le régime qui a décidé d'organiser une démonstration de force avec une manifestation de soutien au régime organisée aujourd'hui, ce lundi soir. Des tirs en pleine rue. Malgré la répression, les manifestations se poursuivent en Iran. Une crise suivie attentivement par Donald Trump, prêt à intervenir. L'Iran veut négocier, nous pourrions les rencontrer. Une rencontre est en cours de préparation, mais nous pourrions devoir agir à cause de ce qu'il se passe avant la rencontre. Ils gouvernent par la violence. Mais nous examinons la question très sérieusement. L'armée examine la question. Ici, des dizaines de corps devant une morgue à Téhéran. Les manifestations ont commencé il y a 2 semaines. Au total, près de 200 morts confirmés, mais un bilan certainement plus lourd, craint l'ONG de défense des droits de l'homme iranien IHR. 45 ans après la destitution du Shah, son fils exilé aux États-Unis pourrait revenir. Il soutient la révolte. Les employés des institutions publiques, ainsi que les membres des forces armées et de sécurité ont un choix à faire. Se tenir aux côtés du peuple et devenir les alliés de la nation, ou bien se rendre complices des meurtriers du peuple. Nous ne reculerons pas. L'Iran dénonce une ingérence étrangère. Message relayé par la télévision d'État sur ces images des funérailles de membres des forces de sécurité. Ce sont des martyrs des actes terroristes commis par les États-Unis et Israël. Les autorités lancent un appel à la mobilisation pour les soutenir aujourd'hui dans ce qu'elles appellent une marche de la résistance. Voilà, cette marche elle est toujours en cours et dans le même temps, vous le savez, le régime des Mollahs est soumis à une pression constante de Donald Trump. Le président américain affirme que des pourparlers sont en passe de commencer donc entre les États-Unis et l'Iran, mais que des options militaires sont quand même sur la table du côté américain, ce qui a fait réagir le régime iranien par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Écoutez. La République islamique d'Iran ne cherche pas la guerre, mais est tout à fait préparée pour la guerre. Et puis, si vous voulez effectuer votre service militaire, votre service national, mesdames, messieurs, c'est possible, hein, si ça vous tente, en regardant LCI, là, maintenant, eh bien, vous pouvez vous engager. Depuis ce matin, voilà, vous éteignez LCI, hein, vous laissez allumer pour votre épouse, vos enfants, votre maîtresse, votre amant, mais vous prenez vos chaussures et vous allez tout de suite vous engager. La campagne a été lancée de façon tout à fait officielle ce matin par le ministre des Armées et l'État espère 3000 candidatures cette année. C'est pas gigantesque, hein, 3000 candidatures pour le service national sur un pays de 68 millions d'habitants. Le compte rendu sur place avec Victor Topneau.
La ministre des Armées, Catherine Vautrin, accompagnée des différents chefs d'état-major, est revenue sur les contours de ce service national et notamment sur la procédure d'inscription, car c'est à partir d'aujourd'hui que les jeunes de 18 à 25 ans peuvent postuler au service national. Je vous propose d'écouter Catherine Vautrin, la ministre des Armées. Notre jeunesse a soif d'engagement. Il existe une génération prête à se lever pour la patrie et notre armée est le cadre naturel d'expression de ce besoin de servir. Ne demandons pas comment notre jeunesse peut être utile à la nation, offrons-lui un idéal en même temps que cette liberté de servir. Les inscriptions peuvent se faire sur le site internet des armées ou bien dans les centres de recrutement. Les candidats présélectionnés seront conviés à un entretien de motivation. Ils devront également se soumettre à un examen sportif. Puis au mois de mai, la première promotion de ce service national sera constituée d'environ 3000 jeunes cette année. Ils exerceront donc une mission de 10 mois au sein de l'armée de terre, de l'air ou dans la marine nationale. Des missions par exemple de surveillance ou bien des missions cyber ou de maintenance dans des bases militaires par exemple. Je vous le rappelle, le service national se déroulera exclusivement sur le territoire national et l'État ambitionne d'ici 2035 de recruter 50 000 jeunes par an au service national. Voilà, mesdames, messieurs. Moi, franchement, avec Magali, on a préparé l'émission. On s'est dit, on va en parler aujourd'hui de ce thème dans Brunet sans filtre. Ce sera tout à l'heure à 13h50. Pourquoi est-ce qu'on va en parler? La question, elle est simple. Comment des jeunes, 19, 20 ans, qui passent 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour sur Instagram et TikTok, considèrent l'idée de nation? Comment ces jeunes-là ont-ils, en clair, ont-ils envie de mourir pour la France? Se disent-ils, oui, mourir pour la France fait sens, ça a du sens pour nous. Voilà, elle est là la question. Moi personnellement, je suis extrêmement pessimiste sur la réponse à cette question. Je n'imagine pas qu'il y ait à cette minute en France une génération de jeunes de 19-20 ans qui soient prêts à mourir pour la France. Je vois pas, j'imagine pas. J'ai des ados, j'ai des enfants de 19-20 ans justement dans ces tranches d'âge. Je vois leurs copains, leurs copines, je ne les imagine pas du tout me dire « Monsieur Brunet, franchement, oui, moi je suis prêt à mourir pour la France. » Bon. Regardez l'émission ce soir sur LCI de Darius Rochebins. Vous aurez peut-être une question, une première réponse à vos questions. Vous avez la parole à partir de 20h40 face à un éventuel conflit armé. Est-ce que nous sommes prêts? Effectivement, vous pouvez poser toutes vos questions grâce au QR code. Regardez, peut-être qu'il y aura une question d'Éric Brunet. Là, vous flashez, puis vous posez n'importe quelle question. Oui, il y aura une question d'Éric Brunet pour Darius Rochebins ce soir. Il y aura également des réponses de nos experts à 13h50 chez nous, parce que ce débat, on va déjà l'avoir, à 2h moins 10. Allez, on continue l'actualité avec les agriculteurs qui continuent de maintenir la pression à quelques jours de la ratification du traité du Mercosur. Avec des blocages encore en cours sur l'autoroute, sur la 1 notamment, une des autoroutes les plus fréquentées de France, à l'appel de la coordination rurale du Pas-de-Calais. Des agriculteurs ont dressé un barrage filtrant au péage de Lille. Le Mercosur, on le rappelle, c'est cet accord de libre-échange entre l'Europe et les pays d'Amérique du Sud. Il y a aussi la question de l'abattage. Moi, j'étais dans le sud-ouest de la France aujourd'hui. Ce week-end, il y a eu des blocages absolument partout. Une partie d'ailleurs sur cette question du Mercosur, une partie de la grande distribution assure aujourd'hui aux Français, c'est intéressant, la grande distribution, qu'elle ne vendra pas ce genre de produits qui viendraient notamment d'Amérique du Sud. Faut-il y croire, mesdames, messieurs? On n'achètera pas ces produits-là. On les achètera pas pour soutenir la Ferme France. C'est un engagement ferme. Et la semaine dernière, j'étais en conseil d'administration de la FCD, qui est le syndicat de la grande distribution. Carrefour, Système U, Leclerc auront les mêmes positions. Donc c'est très important parce que le Mercosur voté, on va tous avoir une part de responsabilité, et notamment ceux qui vont acheter. Et pour ce qui est de la grande distribution, c'est quand même 40% des débouchés. Je peux vous assurer que là, on peut rassurer les agriculteurs sur le fait qu'on n'achètera pas ces produits à l'étranger. Et puis on a appris la disparition d'une figure du football français, Roland Courbis, ancien joueur, ancien entraîneur et consultant football, donc nous a quittés. On l'a appris ce matin, il avait 71 ans. Et donc on en parle avec notre invité Vincent Duluc, qui est normalement avec nous, journaliste sportif, écrivain. D'abord un mot, effectivement, on a... Pour les amoureux du football, c'est un nom, Roland Courbis, on va revenir sur sa carrière, mais d'abord vous, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de la nouvelle ce matin ?
Beaucoup de tristesse, d'autant qu'il avait terminé sa carrière médiatique avec nous, avec l'équipe du soir. Il avait fait sa dernière émission avec nous au mois de novembre. Et même si il avait un peu moins de faconde que juste avant, ça restait un formidable raconteur d'histoire. Et c'est vraiment un personnage du foot qui nous a quittés, mais au-delà, un personnage des médias, parce qu'il a fait une carrière remarquable et chez nos amis de RMC, et il a fini chez nous à l'équipe. Et ça a été quelqu'un qui a traversé le foot avec des manières différentes des autres, parce qu'il était drôle, parce qu'il était inventif, parce qu'il avait beaucoup de ressources, parce qu'il a vécu une vie absolument romanesque. Et oui, c'est vraiment quelqu'un qui va nous manquer. Moi, Vincent, je suis un ancien d'RMC, j'y ai passé plus de 10 ans à RMC, et c'est une sacrée machine, RMC. Quand on sort d'RMC, on est toujours orphelin d'RMC, parce qu'il y avait quelque chose de particulier. Je vais vous dire un secret. Pendant la dernière Coupe du Monde, je laissais en plan mes copains et les plans devant la télévision pour les matchs avec la pizza et les bières, et j'allais à RMC. Et je me mettais dans un petit coin. Il y avait toujours 2-3 champions du monde qui étaient là pour commenter, mais qui regardaient les matchs avant de les commenter. Hein. Leboeuf, Petit, etc. Il y avait Dimeco qui passait parfois de temps en temps, et il y avait Courbis. Et je me mettais là dans un coin. Je prenais des pizzas avec eux et j'écoutais les commentaires de Courbis. C'était magnifique. J'avais une chance parce que 2 minutes avant l'action, et il avait déjà pressenti les choses. C'était extraordinaire. Alors, on oublie du coup, moi le premier, on a oublié que coach Courbis sur RMC avait été en réalité 3 fois champion de France en tant que joueur, et qu'il avait une vraie carrière de sportif, d'entraîneur avant d'avoir cette super carrière médiatique. Il a d'abord une carrière de joueur, et c'était un joueur élégant, un peu dur, un peu méchant, qui a jamais joué en équipe de France parce qu'il avait d'autres priorités dans la vie. Il faut quand même dire les choses. C'était déjà un séducteur, c'était déjà quelqu'un qui vivait une vie romanesque. Il était parti jouer à Olympiakos en Grèce en faisant croire que Courbis était un nom grec, alors à une époque on n'avait pas droit aux joueurs étrangers. Enfin voilà, il a toujours vécu comme ça un peu à la limite. Il a toujours raconté des histoires fantastiques et c'est devenu un vrai entraîneur. Ça a été un entraîneur beaucoup pour les temps difficiles. Il a eu une réputation un peu de magicien, voire de sorcier parfois, parce qu'il sauvait les équipes en difficulté, parce que c'était un homme de coup, mais c'était pas seulement un homme de coup, c'était quelqu'un qui a toujours beaucoup réfléchi à la tactique et qui le soir au restaurant était capable de déplacer la salière et le poivrier pour inventer des tactiques nouvelles. Il faisait jouer Diego, un arrière droit, enfin qui cherchait toujours comme ça à inventer des nouvelles choses dans le jeu. Et sur la fin, on va dire que son caractère bonhomme et sa faconde méridionale ont un peu surpassé sa réputation d'entraîneur, mais c'était presque un peu injuste parce qu'il avait vraiment quelque chose au niveau du jeu qui laissera aussi une trace. Ouais, vous avez dit, c'est très important, hein. Un personnage romanesque. Oui, il a une vie romanesque, un peu folle, pareil, l'histoire. Les femmes dans la vie de Courbis, ça a été très important. Et alors, sur le plan sportif, faut jamais oublier que c'est lui, Roland Courbis, qui fait venir Zizou à Bordeaux. Bah déjà, c'est lui qui le surnomme Zizou. C'est-à-dire que sans lui, il n'y avait pas de Zizou. Sans lui, c'était Yazid, le surnom de Zinedine Zidane avant qu'il arrive à Bordeaux. Et c'est lui qui crée ce surnom. Et effectivement, c'est lui qui le lance. C'est lui qui lance aussi en même temps un peu Lizarazu. Et c'est quelqu'un qui a été important, mais c'est vrai qu'on a du mal à séparer sa trace dans le foot de sa trace de à côté du foot, parce qu'il a toujours été extrêmement et il a toujours aimé l'argent, il faut quand même dire les choses. Il a toujours été à la marge, un peu entraîneur, mais aussi un peu agent, conseiller du président, mais aussi un peu agent. Il a toujours été aussi très ami, c'était un Marseillais d'origine, très ami avec les gens du milieu, dans le Sud. On se souvient qu'il était en voiture avec un des frères Fargette au moment de l'assassinat de celui-ci. Donc voilà. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu des vies multiples et qui les a vécues pleinement. Oui. Et ses liaisons dangereuses avec l'argent lui a coûté quand même 2 séjours en prison, et ça on ne l'oublie pas non plus. C'était un personnage romanesque et controversé. Merci beaucoup Vincent Duluc d'avoir réagi spontanément sur notre antenne ce matin à la disparition de ce nom du football français. On va terminer par une pluie de paillettes. C'était cette nuit à Hollywood, puisque c'était les Golden Globes. Vous le savez, c'est un peu l'antichambre des Oscars, qui consacre le cinéma américain avec les stars comme Leonardo DiCaprio, qui n'a pas obtenu lui la statuette du meilleur acteur. George Clooney, celui qui vient d'être naturalisé français, il a prononcé quelques mots en français, figurez-vous, pendant la cérémonie. Bon, c'est une cérémonie qui a consacré le film
une bataille après l'autre, 3 statuettes en tout, avec évidemment, vous voyez la joie de ceux qui ont été primés, et Timothée Chalamet, le franco-américain, qui lui obtient la statuette pour meilleur acteur dans le film Marty Suprême. Ça lui ouvre la voie visiblement aux Oscars. C'est le grand favori cette année. Bien, mesdames, messieurs, dans une seconde, restez avec nous. On va ouvrir une page internationale avec l'Iran. Attention à ce qui se passe en Iran. Vous savez, ce soir, il y a une contre-manifestation contre les insurgés, contre les rebelles, que l'État a mis en place, mesdames, messieurs. N'oubliez jamais que ces contre-manifestations peuvent être très importantes. Souvenez-vous que mai 68 se termine par une manifestation légitimiste pro-de Gaulle, alors le contexte est différent, sur les Champs-Élysées, avec ceux qui viennent dire aux manifestants, aux 68 arts, arrêtez, c'est terminé, on est de retour. Donc attention à ces contre-manifestations. Que va-t-il se passer ce soir? Quel est l'enjeu de cette manifestation voulue par les mollahs? À tout de suite. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver avec toutes ces questions sur le plan international qui se posent. D'abord, jusqu'où ira Donald Trump après avoir procédé à l'extraction du dictateur vénézuélien la semaine dernière? Il menace du côté de Cuba, il menace du côté de l'Iran, une menace du côté du Groenland, ça on en a déjà parlé. Ça commence à faire beaucoup, mais en même temps, comment dire les choses? Au fond de nous, il y a quand même quelque chose qui dit, écoutez, s'il permet d'éradiquer la dictature iranienne, ce serait pas non plus une tragédie pour l'humanité. Voilà. On se dit qu'en tout cas, il n'a pas de limite, ce Donald Trump, parce qu'on a fouillé ses réseaux sociaux cette nuit, et voilà sur quoi on est tombé. Et on se dit qu'il est passé dans une autre dimension, tout simplement. Regardez, est-ce que vous reconnaissez cette photo? C'est celle du fameux mugshot, vous le savez, cette photo qui avait été prise lors de ses multiples condamnations, ses multiples procès. Il en a fait sa photo officielle de son 2e mandat. Eh bien, il l'a republiée cette nuit avec en dessous, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais je vais vous le traduire en français, président du Venezuela par intérim. Magali Barthès est avec nous pour tout nous expliquer. Tout un symbole. Magali, ça veut dire que rien ne semble l'arrêter. Mais c'est-à-dire qu'il y a un usage maintenant de la force chez Donald Trump et de cette démonstration de puissance qui est complètement décomplexée et assumée. Vous imaginez quand même un président américain qui revendique le poste de président par intérim du Venezuela. On n'est plus du tout en fait dans l'idée des néoconservateurs américains, l'opération par exemple en Irak où soi-disant il fallait apporter la démocratie. On a vu le chaos qui a suivi. Non, là en fait Donald Trump assume. C'était pas pour mettre l'opposition au pouvoir qu'il est allé intervenir et capturer Maduro. Non, en fait, il a laissé les caciques du régime. Donc là, c'est la vice-présidente qui a pris l'intérim. Mais on voit qu'en fait, il affiche à ses partisans, parce qu'on est sur son réseau social, le fait que c'est lui qui gouverne avec les entreprises pétrolières américaines qui sont en embuscade et qu'il a déjà d'ailleurs réuni autour de lui pour dire maintenant il va falloir faire des investissements massifs pour aller chercher le pétrole. Didier Djadi, merci d'être avec nous. Vous êtes réfugié politique iranien. Je sais que vous avez vos connexions. Vous parlez à beaucoup d'Iraniens. Voilà. Et la question, elle est extrêmement simple. On sait qu'il y a en Iran un sentiment patriotique national qui est très fort et qui parfois dépasse les clivages politiques. Quand l'Iran est menacé, on voit bien que droite, gauche, islamiste, laïque, parfois ça recrée des liens. Ma question est extrêmement simple. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens en Iran qui disent Trump c'est peut-être pas notre tasse de thé, Trump c'est peut-être le grand Satan américain, mais on l'aime quand même pourvu qu'il nous libère, quoi. Et elle est là ma question. Est-ce qu'il y a toujours cette espèce de détestation des États-Unis en Iran auprès du peuple, des gens, ou est-ce qu'au contraire les gens disent ce Trump qu'on aime bien moquer en Europe, nous on l'aime bien parce que s'il nous libère on l'adore. Elle est là la question. C'est une question de perception de ce que représentent les Américains pour les Iraniens. La culture et la politique et la sociologie iranienne a changé profondément par rapport à ce que vous vous demandez vis-à-vis des Américains là. Il y avait un temps où il y avait la détestation vis-à-vis de l'Amérique pour des raisons historiques, etc. Car il y avait le coup d'État contre Dr Mossadegh, etc.
et vis-à-vis d'Israël également là. Aujourd'hui, la situation a complètement changé. Je parle effectivement des grandes tendances. Attention là, car c'est une société quand même diversifiée. Mais effectivement, les gens, ils ne disent plus qu'ils détestent les Américains. Absolument pas. Les gens du régime, oui. Les familles fanatiques, oui. Bien évidemment. Voire également des éléments de gauche également encore, oui, qui ne sont pas très visibles en situation iranienne en interne, si vous voulez là. Mais la grande tendance dans la société, eh bien, on compte sur les Américains également, sur le monde occidental. Et que, donc, mais. Ce que je veux dire, c'est que ces opposants du régime, après les frappes américaines sur les dispositifs nucléaires iraniens, la question c'est, est-ce qu'ils n'ont pas accrédité l'idée que finalement les Américains avaient détruit la capacité de l'Iran à fabriquer la bombe atomique? On n'est pas d'accord avec les mollahs, mais franchement, ça aurait été important qu'on ait cette bombe atomique. Les Américains ont tout foutu par terre. Elle est là, la question. Oui. À l'époque où il y avait la guerre de 12 jours, cela a scindé les Iraniens en deux. C'est-à-dire ceux qui sont contre le régime sont divisés en deux. Une partie donc de la population a dit, les Israéliens et les Américains, eh bien non, de cette manière, car les Iraniens ont été tués également dans cette frappe-là. Et donc ils ont dit, c'est une ingérence dans les affaires internes, etc. On est contre toujours les mollahs, mais pas les Américains de cette manière-là. Mais en même temps, les autres, ils ont analysé de la manière suivante en disant que le fautif principal ici, c'est qui? C'est le régime islamiste qui, pendant 47 ans, a cherché effectivement à provoquer des conflits, des tensions au niveau du Moyen-Orient, et que par conséquent, ce qui se passe pendant la guerre de 12 jours, c'est la conséquence de la politique donc du régime. Et que donc passionnant. Passionnant parce qu'il est intéressant lui, parce que il est à la fois réfugié politique iranien, mais il est aussi sociologue. C'est un universitaire français, sociologue. Donc lui, il regarde, il fait de la psychosociologie de masse en gros. Il a cette capacité, au vu de ce que tous les Iraniens lui disent, de comprendre un petit peu la tectonique des opinions. Et donc il nous dit qu'il y a effectivement, c'est assez confus, assez complexe, mais qu'il n'y a plus ces Iraniens qui ont passé leur temps à brûler des drapeaux américains dans les manifestations. Il n'y a plus forcément cette opposition dure, matricielle. Je voulais juste vous dire que ça, c'est en ce moment. C'est en direct. Regardez ces images-là. Qu'est-ce que c'est ça? Vous pouvez les commenter pour nous, Magali Barthès? Alors ça, c'est la démonstration de force du régime. C'est-à-dire qu'il a convoqué et certainement obligé aussi une partie de ses partisans à se rassembler pour prendre la rue. Et l'idée, c'est évidemment de montrer qu'il garde des soutiens, que ce n'est pas un régime affaibli et qu'il garde une capacité de mobilisation de la rue face, évidemment, à la mobilisation des manifestants anti-régime. Et par rapport à ce qu'on disait à l'instant, je ne sais pas si vous avez regardé tout à l'heure, mais il y a des panneaux anti-américain. C'est-à-dire que l'une des quand même des grandes idées du régime, c'est que pour fédérer autour de lui, il faut continuer à dénoncer le grand Satan américain, les Israéliens. Et c'est vrai que ça reste une façon qu'il a de mobiliser. La question, comme vous la posiez, c'est est-ce que ça suffit aujourd'hui? Est-ce que la détestation du régime, elle n'est pas supérieure encore à ces cris de ralliement anti-américains? On voit bien que les choses sont en train de changer. Le régime appelle à une grande marche de la résistance aujourd'hui. Ce sont les termes qui sont employés par le président Pezeshkian pour dénoncer les violences commises contre les criminels, contre les terroristes. C'est ainsi que le régime qualifie ces manifestants anti-régime qui depuis... Attendez les amis, attendez. Hop, là, attention, temps mort. Là, donc nous découvrons en direct, c'était pas prévu, je savais pas qu'elle tomberait maintenant, en direct, les images de la contre-manifestation pro-régime lancée par les mollahs. Je croyais que c'était ce soir, moi, donc elle a commencé aujourd'hui à midi. La première chose, c'est qu'il y a du monde. N'oublions pas, Didier Djadi, le pouvoir des contre-manifestations. Il y a toujours dans un pays des gens qui n'aiment pas le bazar, des gens qui n'aiment pas l'anarchie, voilà, qui sont pas spécialement pro-mollah ou pro-mollah, qui n'aiment pas, voilà. Souvenez-vous que mai 68 s'arrête par la manifestation légitimiste des gaullistes sur les Champs-Élysées. Le 30 mai 1968, voilà, on soutient le général de Gaulle. Alors, le général de Gaulle n'a rien avec les mollahs, mais
on soutient le général de Gaulle contre le bazar, contre l'anarchie de mai 68, et mai 68 s'arrête. Le 30 mai 68, ça s'arrête parce que les gaullistes disent « il y en a ras-le-bol de la chienlit ». Voilà. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. Et la première chose qu'il faut dire, c'est que là, il y a du monde. Je sais pas, regardez, apparemment, il y a du monde quand même qui s'est déplacé. Ils ont peut-être été forcés à coups de baïonnette dans les fesses de venir à la manifestation. Mais regardez, et ils brandissent on voit les portraits, là, regardez, on est en direct, on voit les portraits de l'ayatollah Khamenei. Didier Djadi. Écoutez, cette situation que vous voyez ici, tout est bien organisé par le régime lui-même. À la fois les drapeaux de la République islamique. Juste une petite précision, vous voyez sur le drapeau que vous voyez là, il y a un signe à l'intérieur, donc sur la partie blanche là. Oui. C'est quoi ça? C'est Allah, c'est marqué Allah. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, le bon Dieu des musulmans, enfin de l'islam, je veux dire là. Et les Iraniens détestent ce drapeau-là, et ils déchirent, y compris le milieu là, disons ce dessin-là. Bien évidemment, pour les Iraniens, c'est le drapeau iranien qui compte. Alors, pour revenir à votre question, si vous voulez, eh bien, en Iran, dans les sondages, nous avons 80% des gens qui s'expriment, ils disent on est contre la République islamique. Encore dans les sondages. Pardonnez-moi, c'est que c'est complètement délirant. Hein. Bon. D'ailleurs, je me souviens quand ce sondage est sorti, il y avait un technicien à LCI qui a fait une erreur, qui a dit 80% des Israéliens contre la République islamique, pensant qu'il n'était pas possible que ce soit 80% des Iraniens qui étaient contre la République islamique d'Iran. Absolument. Des Iraniens, 80% sont contre la République islamique pour des différentes causes ou différents, éléments. Deuxième élément... Regardez, menotté par les manifestants. Et deuxième élément, c'est que la partie qui constitue la base sociale du régime, c'est-à-dire sur 90 millions d'habitants, 10% à 15%, c'est-à-dire des familles du clergé, les familles des grands militaires, des familles des grands rentiers, tout cela c'est à peu près, disons, 10 à 15. Mais dans la réalité, sociologiquement, il y a toujours une couche qu'on appelle la couche grise, c'est-à-dire qu'il navigue entre les deux camps, si vous voulez là, et qu'il est possible que le régime, effectivement, car il a fermé tous les réseaux aujourd'hui là. N'oublions pas qu'il puisse bénéficier éventuellement de cette, disons, de la partie grise donc de la société, mais soyez clair, il faut jamais se tromper. Nous, les Iraniens, on connaît des situations comme ça. Et quand vous voyez effectivement combien d'individus qui sont dans la rue aujourd'hui là, mettons 100 000, 200 000, ok, ça suffit pour effectivement envoyer des images sur le monde entier. Mais 200 000 par rapport à la totalité de la population iranienne, c'est quoi ? Et si le régime, il autorise à des rassemblements des gens qui sont dans son opposition, vous allez voir des millions. Des millions. Alors, on voit que Donald Trump ne lâche pas la pression. Ça fait plusieurs jours qu'il en parle et il est persuadé que sa pression commence à payer parce qu'il affirme que les Iraniens sont prêts à la négociation. Si jamais ça ne marchait pas, eh bien là, ses armes à lui, ses armes américaines parleraient. Écoutez. Les dirigeants iraniens ont appelé. Ils veulent négocier. Je pense qu'ils en ont assez de se faire cogner par les États-Unis. Une rencontre est en préparation. Mais nous pourrions devoir agir à cause de ce qu'il se passe avant la rencontre. Il commence, on dirait. Il semble que certaines personnes tuées n'auraient pas dû l'être. Mais nous examinons la question très sérieusement. L'armée examine la question. Et nous étudions des options très fortes. Nous allons prendre une décision prochainement. Il est incroyable ce Trump-là. Vous voyez le retour sur les images en direct où des tribuns prennent la parole devant la foule. Ça m'a l'air, c'est une manifestation très officielle. Les mollahs ont décidé qu'il fallait sortir dans la rue pour soutenir le régime. Donc vous voyez, c'est vraiment tout ce qu'il y a d'officiel. Là, Trump, il est énorme parce que il est en train de dire un secret. Il est en train de dire les mollahs là qui font la manif, ils m'ont téléphoné pour négocier. Pardon, il est très fort en com, parce que c'est une façon de dire tout ça c'est du vent, tout ça c'est du fake.
La réalité, c'est que secrètement, les mecs m'appellent, disent comment est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas rentrer trop en conflit avec les États-Unis d'Amérique, trouver une porte de sortie et que vous ne nous bombardiez pas. Donc, ça a été confirmé par le ministre iranien des Affaires étrangères ce matin, qui dit ça y est, le canal de communication est ouvert. Non, mais le message de Trump est bien d'essayer de dire les mollahs sont en effet affaiblis. Et ils ont peur de notre intervention. Et évidemment, Donald Trump, de toute manière... Mais Magali, ça va plus loin. C'est-à-dire que les grandes gueules qui passent leur temps à brûler... Non, pardon, je traduis en langage de trumpiste, ou trumpien. Ces grandes gueules qui passent leur temps à brûler des drapeaux américains, à nous détester, ils font des manifestations contre nous avec, on a vu, une effigie de Donald Trump. Mais derrière, ils prennent leur téléphone. Ils m'ont téléphoné hier, ils ont la trouille. C'est même encore plus humiliant. Mais c'est vrai. Et comme le disait Magali, c'est vrai qu'en plus, le ministre des Affaires étrangères iranien a confirmé en effet que l'Iran était prêt à négocier, évidemment, en des termes égalitaires, s'ils étaient pris au sérieux. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça voudrait dire que finalement, quand même, la pression mise par Donald Trump en disant attention, on peut faire au Venezuela, on peut faire en Iran ce qu'on a fait au Venezuela. Ça veut dire quand même cette pression, elle porte quand même des. Bon, le général Dutartre est avec nous. On va aller le voir dans une petite seconde, mesdames, messieurs. Mais c'est vrai, nous sommes télescopés par ces images en direct que nous n'avions pas prévues. Donc les grandes manifestations pro-Mollah, pro-régime, pro-l'Ayatollah Khamenei ont commencé en Iran, et donc on vous montre en direct ces images là que vous voyez avec un prédicateur ou un politique qui est en train de... Non, c'est le président de l'Assemblée, Ghalibaf, qui est l'homme parmi les plus corrompus de la planète. Le président de l'Assemblée. Oui, celui qui parle là. C'est Ghalibaf. D'accord. Comment il s'appelle? Ghalibaf. Bon, quels sont, Nivine Potros, merci d'être avec nous, ma chère Nivine, quelles sont aujourd'hui les options américaines? On a vu Donald Trump qui dit mon téléphone. On sait qu'un plan est sur la table. Il va être soumis demain au président des États-Unis, un plan qui concerne l'Iran quand même. L'affaire est grave. C'est-à-dire que demain, les États-Unis vont peut-être prendre des décisions sur l'Iran, intervenir, ne pas intervenir. Quelles sont, à ce stade, Nivine, selon vos informations, les pistes qui sont envisagées? Alors, la première, la plus radicale, c'est tout simplement de frapper le territoire iranien. Et selon plusieurs responsables américains cités par la presse américaine, les cibles auraient même déjà été choisies. Les Américains envisagent notamment de frapper les services de sécurité de Téhéran qui sont utilisés pour réprimer les manifestants. Donald Trump, il l'a martelé ces derniers jours. Sa priorité, c'est évidemment la violence contre les manifestants. D'où cette cible privilégiée. Mais évidemment, il y en a d'autres. Washington pourrait également décider de frapper les sites militaires, les infrastructures nucléaires, comme il l'a fait d'ailleurs en juin dernier. Et puis enfin, des attaques contre les bâtiments institutionnels ne peuvent pas être totalement exclues. Pour l'heure, frapper le territoire iranien, ce n'est pas forcément la piste la plus privilégiée. Dans le clan de Trump, certains pensent que ce serait même plutôt contre-productif pour les manifestants. Et puis d'un point de vue purement militaire, ce n'est pas le bon moment pour les Américains de frapper le Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que leur porte-avions, le plus grand d'entre eux, l'US Gerald Ford, il a été transféré vers l'Amérique latine. Les Américains craignent qu'en cas de riposte, ils ne disposent pas suffisamment de moyens pour frapper, pour protéger toutes les bases de la région. Et il y a d'autres moyens alors ? Évidemment, il y a visé ces mêmes sites que l'on vient de citer, mais via des cyberattaques. Washington pense que finalement, ce serait, ça entraînerait les mêmes effets, empêcher tout simplement la répression des manifestants. Donald Trump, il envisage aussi de faire tomber le régime par l'intérieur en alimentant la contestation. Et pour ce faire, il prévoit de déployer des satellites Starlink pour rétablir Internet et pour que les manifestants puissent s'organiser. Des opérations d'information diligentées par Washington pourrait également avoir lieu, toujours pour soulever la rue. On parle aussi de sanctions. Tout ça sera tranché très officiellement demain par Donald Trump, avec autour de la table Marco Rubio, Pete Hegseth et enfin le général Dan Kane. Le général Dutartre est avec nous, général de l'armée de l'air, ancien pilote de chasse. On adore le général Dutartre car il n'a pas la langue dans sa poche. Mon général, bonjour, vous allez bien ?
Bonjour Eric, oui très bien, merci. Je me suis fait un peu réprimander hier par un confrère qui m'a dit on dit pas mon général quand on est un civil, on dit général. Alors il va falloir que vous me briefiez. C'est extrêmement simple. Vous, Eric, vous devez dire mon général et Magali, qui est à vos côtés, elle doit dire général. D'accord. Garçon-fille. Voilà. Très bien, oui, c'est un peu sexiste comme mesure. Mon général, alors, on a vu que les Russes, parce qu'ils sont extrêmement mobilisés sur le théâtre ukrainien, ont vraiment du mal et peinent à faire d'autres choses, etc. Les Américains sont quand même là, mobilisés, pas sur le plan militaire, mais sur le théâtre vénézuélien, Cuba, les Caraïbes, il y a beaucoup de choses. J'imagine qu'il y a des actions en préparation, mais pour autant, ils ont la capacité de dire, écoutez, peut-être qu'on va frapper, qu'on va déployer des moyens sur l'Iran, on va statuer demain, d'ailleurs, disent les Américains. Enfin, ils ont une telle puissance de feu, les Américains, qui peuvent être présents comme ça. Quand je dis présents pour des actions de type de guerre sur plusieurs théâtres en même temps. C'est donc possible pour l'armée américaine, ça, mon général ? Absolument, absolument. Non pas des conflits de haute intensité simultanés, mais en revanche des opérations ciblées. Absolument, ils n'ont pas besoin du porte-avions général Ford qui est actuellement dans les Caraïbes. Ils ont beaucoup d'autres moyens sur place, notamment au Moyen-Orient, sur différentes bases. Et à partir de ces bases, ils peuvent agir. Alors quel mode d'action ? C'est vrai que c'est une vraie réflexion parce que il ne faut pas. Ils peuvent évidemment frapper pas mal de choses, mais il ne faut pas que ce soit contre-productif. Donc, on peut envisager, par exemple, si vous voulez, une frappe ciblée sur les forces de sécurité iraniennes pour leur dire stop, arrêtez les répressions. Ça pourrait être un mode d'emploi. Je crois qu'ils vont essayer de mettre de la pression sur le gouvernement iranien. Mais c'est vrai que l'enjeu est majeur. Je pense que jamais en 47 ans, on a été aussi près d'un retournement de situation au niveau de la population iranienne. On espère tous que ce mouvement ne soit pas réprimé dans le sang et qu'il puisse arriver vers un nouvel ordre et qu'on peut se débarrasser du régime des mollahs. Mon général, je vais pas vous demander si vous êtes un fan de Donald Trump, c'est pas ma question. Je sais que en tant que militaire, c'est pas du tout le genre de question que vous goûtez, mais faut quand même, franchement, s'il parvient à débarrasser l'humanité de Nicolas Maduro, malgré tous les problème que ça pose sur le plan du droit international, et s'il arrive à débarrasser l'humanité du régime des mollahs, malgré tous les problèmes de droit international que ça pourrait soulever, ça serait quand même à mettre à son crédit. Enfin, je suis peut-être le seul à penser ça sur ce plateau, mais en tout cas, je le pense. Et vous avez raison, Eric, je pense la même chose. Évidemment, il y a des tas de choses où on le suit absolument pas, mais sa manière de bousculer, dans certains cas, peut être effectivement peut-être déterminante pour faire changer de paradigme. En tout cas, ce qui se passe, on l'a vu au Moyen-Orient, où il a démontré que il pouvait stopper, en tout cas provisoirement, le programme d'enrichissement nucléaire iranien. Et là, effectivement, s'il peut donner le petit coup de pouce qui permettrait à la population iranienne son autodétermination et de se débarrasser de ce régime sanguinaire des mollahs, je crois qu'on pleurerait pas sur son action à ce moment-là. Vous savez, merci mon général, merci beaucoup. C'est pour ça qu'on aime Desportes. Mais c'est pour ça, parce qu'il déclenche. Du Tartre, pardon. On aime aussi beaucoup Desportes, pardon. Et c'est pour ça qu'on aime du Tartre. C'est parce qu'il a cette espèce de capacité à dire les choses, quoi. Oui. Magali Barthès, moi j'ai rencontré un jour, à Paris, il y a beaucoup de touristes américains, des touristes new-yorkais qui votaient à gauche, démocrates, voilà. Et puis ils m'ont dit, on est vraiment désolé, pour Trump, on a honte. Et puis j'ai un peu discuté avec eux. Et en fait, les gens sont schizophrènes. Et, un peu comme nous. Ils m'ont dit, on a honte, vraiment, il est tellement inélégant, etc. Mais on est démocrate. Mais on a quand même voté pour lui. Oui, il n'est pas élégant, il est vulgaire, il est grossier, etc. Mais on a quand même voté pour lui. Sous-entendu, on le regrette pas. Il y a aussi cette espèce de dualité. On a tellement envie qu'il arrive à faire tomber les mollahs
Tellement. Et puis en même temps, je sais très bien que c'est pas votre tasse de thé. Non, mais il met un énorme coup de pied dans la fourmilière, en fait. Et c'est vrai que personne va aller pleurer Maduro et personne ira pleurer Ramenei. Après, il faut toujours faire attention à ce qui se passe après. Il faut que l'Iran ensuite arrive à se stabiliser. Et donc, c'est très important que ce soit la population iranienne, si elle va jusqu'au bout, qui arrive à renverser ce régime et que tout ça ne soit pas importé de l'extérieur. On a vu les situations dramatiques dans lesquelles ça pouvait plonger certains pays. Bien, merci beaucoup les amis. On reviendra sur cette manifestation. Elle est en train de se dérouler. Donc on a décidé de changer notre programme, comme on fait à chaque fois. Regardez, voilà, ça c'est mes fiches. Et à 13h30, on reviendra. On ira à Téhéran. On suivra les grandes manifestations pro-régime, pro-Mollah. Attention, c'est plus les mêmes que jusqu'à présent. On va voir la puissance de feu de ces manifestants. Mais on ne tombe pas dans le piège du gouvernement islamique. Mais on ne tombera pas dans le piège, c'est promis. 13h30. En attendant, mesdames, messieurs, Marine Le Pen va-t-elle sauver sa peau? Ça se joue demain, le début de son procès en appel, mesdames, messieurs. En tout cas, c'est un véritable carton depuis que on sait qu'elle pourrait ne pas se présenter. Franchement, ce qui se passe au niveau des sondages pour Jordan Bardella ne cesse de... À tout de suite. Magali Lunel, vous allez bien? Oui, ça va. Cet homme qui mange des chips et qui dissimule ses chips sous la table. N'importe quoi. Et une alimentation épouvantable. Et qui reste beau et svelte. Ouais, qui reste beau et c'est ça qui est injuste. Mais pas pour longtemps. S'appelle Renaud Pila. Mais qu'est-ce que vous inventez le lundi? S'appelle Renaud Pila. Cette femme s'appelle Isabelle Saporta. Vous savez que j'étais dans mon sud-ouest ce week-end. Ouais. Que les paysans que j'ai croisés, les paysans, m'ont dit elle est peut-être écolo mais on l'aime bien parce elle est peut-être écolo mais on l'aime bien parce que ce qu'elle dit aujourd'hui sur le Mercosur, ça nous va. Ce qu'elle dit sur l'abattage des troupeaux, ça nous va. Ah, voyez. Et quand j'ai poussé mon coup de gueule, les paysans, contre le fait qu'on les accuse toujours de violence. Ils sont violents, c'est scandaleux. Parce qu'il y a eu ce verre d'eau sur Yael Braun-Pivet. Ils m'ont dit, vous avez raison, il y a peut-être un idiot du village qui lui a mis un verre d'eau à travers le visage. Mais enfin, dire que le mouvement des agriculteurs aujourd'hui, face à la détresse épouvantable qu'ils vivent, est un mouvement violent, ils m'ont dit c'est dégueulasse. Et je partage leur opinion. C'est dégueulasse de sous-entendre que les paysans français qui manifestent aujourd'hui dans le Nord, dans le Sud-Ouest, un peu partout contre le Mercosur, sont des gens violents. C'est faux. Les manifestations paysannes, ça a existé. Elles ont été violentes pendant des années. Dans les années 70, 80, Eric, 90. elles n'ont pas été très violentes la semaine dernière. Elles n'ont pas été très violentes, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Personne n'a dit que franchement, sur les chaînes d'infos, vous voulez que je vous donne des noms? Je le ferai pas. Mais il y en a plein qui ont dit scandaleux, faut pas être violent, la violence est intolérable, la violence est intolérable. Mais d'autant plus que le Mercosur est un très bon accord. Bon, ça ouvre l'industrie française à l'Amérique latine. Bon, vous savez quoi? Annulez tous vos déplacements dans le Gers et dans le Lot-et-Garonne dans les mois qui viennent. Moi, j'irai avec vous. Bon, mesdames, messieurs, on va parler maintenant de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, parce qu'il y a du nouveau. D'abord, le nouveau, Magali Lunel, c'est que Marine Le Pen, son procès en appel débute demain. Demain. On va le rappeler, en avril dernier, Marine Le Pen avait été condamnée en première instance à une peine de prison de 4 ans, dont 2 fermes, 100 000 euros d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Alors, quelle sera sa stratégie dorénavant? Est-ce qu'elle va changer son fusil d'épaule alors que sa stratégie de défense avait été extrêmement critiquée? On va le voir dans un deuxième temps, mais d'abord, écoutez, c'était ce matin sur TF1 le procureur général Rémi Hetz qui espère que ce procès-là va se passer dans la plus grande sérénité alors qu'il y avait eu quelques noms d'oiseaux à l'encontre des juges qui avaient été énoncés au printemps dernier. Écoutez. C'est un procès en appel, donc l'affaire va être complètement reprise par la Cour d'appel lors d'un procès qui va durer près de 1 mois. Il faut absolument que ce procès puisse se tenir dans les meilleures conditions de sérénité possibles et que les magistrats puissent travailler véritablement de façon, je dirais, apaisée, dans le calme, sans, je dirais, interférences extérieures. Alors ça, c'est comme mes agriculteurs tout à l'heure. Patrick Vignal, bonjour. Bonjour. Ancien député Renaissance du département de l'Hérault, Renaud Pila, Isabelle Saporta. Ça, ce qu'il fait là, c'est comme ceux qui disaient, oui, les agriculteurs sont violents. Là, il accrédite l'idée qu'en première instance, dans le procès contre Marine Le Pen, les gens du Rassemblement national se sont mal tenus,
les gens qui sont dans la sphère, les électeurs de Marine Le Pen se sont mal tenus et qu'il y a eu des propos qui ont été tenus à l'endroit des juges qui étaient scandaleux. Ça n'est pas vrai. Oui, il y a des gens qui ont dit, moi j'en fais partie. Jordan Bardella, le président du parti, qui avait à l'époque parlé de la tyrannie des juges rouges. Ben alors. Ça avait été extrêmement. Mais enfin, on sait très bien ce qu'est le syndicat de la magistrature en France. Non, arrêtez, Eric. Quoi ? Pas le lundi. C'est une décision collégiale avec 3 magistrats. Et le Rassemblement national a largement critiqué. Il y a même eu une manifestation contre la peine de Marine Le Pen. Ne me lancez pas sur les juges. Franchement. Ne me lancez pas sur les juges. Vous étiez où à l'automne ? En Australie ? Ne me lancez en pas sur les Allemagne juges. Ne me lancez en pas Polynésie ? Ne me lancez pas sur certains magistrats. Certains magistrats. Vous savez ce que c'est que le syndicat de la magistrature ? Ouais, bon. Vous lirez un jour ce document du créateur du syndicat de la magistrature qui s'appelle Oswald Bodo, la harangue de Bodo. Regardez sur Google, c'est magnifique. Où il dit aux juges, mesdames, messieurs les juges, adhérents de son syndicat, soyez partiaux. Pas impartiaux. Vous avez raison, soyez sur le syndicat de la partiaux. magistrature. Préférez la femme à l'homme, préférez le truc au flic. Vous avez raison, c'est le syndicat de la magistrature. La justice, syndicat de la magistrature. C'est l'un des piliers de la démocratie. Je vous souhaite pas d'être un jour jugé par le syndicat de la magistrature. Donc Rémi Yates défendait l'institution judiciaire qui est l'un des piliers de la démocratie. Donc attention. Non, mais ce que je voulais dire, Magali, je sais très bien, et vous avez raison de dire ça. Ce que je veux dire, c'est que je trouve agaçant qu'on n'ait pas le droit de juger, d'émettre un jugement sur les journalistes. Sur les journalistes, on peut, sur les politiques, on peut. Sur les magistrats. Non, voilà. Non. On a le droit de critiquer. Non, on a le droit de critiquer tout le monde. Les journalistes. Ok, très bien. Ben, moi, je veux critiquer les journalistes. On a le droit de critiquer les politiques. Très bien. On a le droit de critiquer nos élus. Mais heureusement. Mais vraiment, la justice, oh mon Dieu, c'est du populisme. Ne touchez pas aux juges, c'est interdit. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas émettre une opinion sur un magistrat ou sur la façon dont il a jugé quelqu'un? Les magistrats eux-mêmes ont dit on a accéléré le processus dans l'affaire Fillon. C'était collégial, c'était pas c'était 3 magistrats. Oui, mais Éric Brunet, où trouvez-vous toute cette énergie en début d'année 2026? Mais la drogue. Ça me fait plaisir. Manger des œufs et regarder LCI. Non, plus sérieusement, moi, je vais vous dire, effectivement, nous sommes chez les fous. En fait, toutes les barrières sont brisées. Vous n'avez peut-être pas tort, mais de toute façon, tout le monde remet en cause tout le monde. Donc il n'y a pas qu'au RN où on remet en cause la justice. Je pourrais parler des LFI. Vous savez, le vrai débat qu'on a aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé en politique en 2012, il y avait 7 députés du Rassemblement national. Il y en a 123. Vous savez ce qu'on me disait à moi, avant que je perde contre un député UDR-RN, tu es élu à vie dans ta circonscription, dans ton canton, parce qu'au second tour, comme il y aura un candidat RN, il y aura le Front républicain. Éric Brunet, nous sommes en partie fautifs. Le en même temps a fait qu'on a vidé la substance de gauche et de droite, et ça a fait monter des extrêmes. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le cas de l'Hérault. Vous savez que dans l'Hérault, il y avait 3 députés Rassemblement national. Il y en a 5 aujourd'hui. Mais parce que mes copains socialistes ont décidé de faire la peau à des macronistes. C'est la vie. C'est pas moi qui vote, c'est les électeurs. Ça veut dire qu'on a tous une part de responsabilité. Et enfin, moi, ça me fatigue de dire les gens qui votent RN sont racistes. Non, ils en ont marre, les gens. Les gens, ils en ont ras-le-bol parce qu'ils disent c'est leur monde et c'est pas le nôtre. Et la réponse du RN, ça doit être une réponse en matière de pouvoir d'achat, en matière d'immigration. Mais malheureusement, et je suis pas trop long, regardez ce qui va se passer aujourd'hui. Pour moi, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont au deuxième tour. C'est acté. Qui va être au deuxième tour entre 17... Oui, ils sont au deuxième tour. Et quoi qu'il arrive, et sans doute en tête. Attendez, c'est pas fini. Et pour LFI, et regardez comment se comporte Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé, politiquement, c'est Machiavel. Aujourd'hui, vous avez vu où il en est? Il a dragué sans vergogne le vote musulman. Il leur manque 300 000 voix pour être au deuxième tour, pour passer devant ce bloc central qui n'existe pas, on est d'accord, et sur le PS ou les autres qui pourront pas. Aujourd'hui, carrément, il parle de racialisation. Vous avez vu ce qu'il dit? Il dit par de Logu, il faut se présenter à une mairie dont il faut être de confession musulmane ou être racisé. Patrick Vignal, je serais beaucoup plus prudent sur le second tour 2027. Sur la deuxième partie du RN. Là, ce qu'on parle là, c'est l'ouverture du procès de demain. Et là, ce qu'on voit, quand on lit toute la presse, parce que tout le monde en parle aujourd'hui, quand on épluche, il y a une réaction qui nous a interpellés, c'est que visiblement, Marine Le Pen sait
que c'est son avenir politique qui se joue et que visiblement elle va changer de stratégie de défense. Regardez ce qu'a dit Sébastien Chenu. Il faut peut-être faire amende honorable. Est-ce que c'est le pragmatisme qui gagne le Rassemblement national, sachant que la stratégie de défense de Marine Le Pen a été extrêmement critiquée pendant le procès en première instance, et qu'effectivement, face aux preuves accablantes, le fait d'avoir toujours nié, en disant non, mais le Parlement européen voit les choses comme ça, mais nous on les voit comme ça a agacé les magistrats. Et là, elle se dit, j'ai pas le choix, il va falloir peut-être que j'admette quelque chose. Ah, c'est très intéressant. Donc Marine Le Pen qui a dit jusqu'à présent, qui a joué les colombes blanches, les oies blanches, en disant j'ai pas mis les doigts dans le pot de confiture, pourrait dire finalement, j'ai fait quelque chose que tout le monde faisait, etc. Isabelle Saporta, ça pourrait changer les choses, ça ? Alors, il semblerait, de toute façon, de ce qui était effectivement rapporté dans la presse, que ce soit effectivement d'autres avocats auxquels elle se serait ouverte, ou même François Sureau, qui est un ancien proche du président Macron, et qui est un avocat défenseur des libertés qu'elle aurait reçu, qu'effectivement, elle y réfléchisse. Pour ce qui concerne spécifiquement Chenu, il se trouve que comme je savais qu'on ferait ce thème dans cette émission, j'ai échangé avec lui. Il m'a dit, ces propos ne sont pas les miens, jamais je ne lâcherai Marine Le Pen, et par ailleurs, je me suis toujours interdit de commenter les décisions de justice ou la stratégie de justice de Marine Le Pen. Donc, il semblerait, enfin en tout cas de ce qu'il m'a dit, qu'il n'ait pas tenu ses propos. Maintenant, effectivement, là se joue son avenir politique à Marine Le Pen. Et de ce qui a été dit dans le rendu de justice, effectivement, c'est avec ces 3 magistrats, c'est qu'effectivement, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir conscience de la gravité des faits. Au fond, c'est ça qui est le plus reproché. Donc, est-ce que faire un pas de côté, c'est possible ? Est-ce que faire un pas de côté, quand vous avez fait tout un premier procès en disant que vous êtes plus blanc qu'une colombe, c'est possible ? Moi, je ne suis pas certaine qu'on puisse changer totalement de stratégie entre 2 procès. Mais parce qu'elle s'est rendue compte d'une chose, Marine Le Pen, c'est qu'elle était persuadée que l'opinion publique serait avec elle après le jugement d'avril. Ça n'a pas été le cas dans les opinions. Elle a fait un rassemblement Place Vauban dès le 6 avril. Ça n'a pas marché. Et elle a vu que dans les opinions, les enquêtes d'opinion, finalement, qu'elle soit là ou pas, le RN continuait de proposer que Jordan Bardella, de toute façon, ferait peut-être mieux qu'elle. D'ailleurs, Magali, la question qu'on peut se poser, c'est imaginons, scénario, qu'elle soit blanchie en appel. Qu'elle soit blanchie en appel. Est-ce que le RN pourrait revenir en arrière compte tenu des sondages incroyables de Bardella ? Est-ce que le Rassemblement national... Vous croyez Oui, absolument. Oui. Un second tour, Bardella sur un second tour, il ne gagnera pas la présidentielle. Oui, mais Marine Le Pen serait plus dangereuse. Oui, mais moi, je ne pense pas. D'accord. Moi, je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Moi, je ne pense pas, vu ce qui est sorti comme sondage, avec le sondage, le baromètre Verian, là, qui vient de sortir, où on voit effectivement les courbes qui se croisent entre les gens qui ont peur du Rassemblement national et ceux qui n'ont plus peur. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une adhésion des gens aux idées du Rassemblement national et qui n'ont plus peur du Rassemblement national. Donc ça, le croisement des courbes. Merci la Macronie, pardonnez-moi de vous Merci exposer. la gauche aussi. Ben, enfin, merci, aussi. C'est vous qui êtes au pouvoir depuis. C'est vous qui êtes au pouvoir depuis 10 ans, mais en tout cas, ce qui concerne Marine Le Pen, ils disent qu'elle est très sympathique, qu'elle est formidable, mais pour ce qui est de croire en elle, de penser que ce sera la meilleure candidate, elle perd, elle recule. Donc on n'a pas entendu. Je ne vois pas comment on grand remplace, si je puis me permettre, Bardella, qui est maintenant sur orbite, par Marine Le Pen. Ça n'est pas l'avis. Ça n'est pas l'avis de Renaud Pila. Nous voudrions entendre vos arguments, Renaud. Vous pensez que si jamais en appel Marine Le Pen est blanchie par la justice française, le Rassemblement national dira finalement notre candidate pour 2027, c'est elle et pas Bardella. Vous pensez ça ? Mais bien évidemment. Le parti de Marine Le Pen, c'est le Rassemblement national. Et Rassemblement national, il y a un attachement à Marine Le Pen qui est énorme. Deuxièmement, alors qu'on pourrait considérer qu'elle est très discrète, elle n'a pas tellement perdu dans les sondages. Mais non. Elle continue à gagner. Et dans les enquêtes de popularité, Jordan Bardella, il est à 2-3 points en plus que Marine Le Pen. C'est pas énorme, compte tenu du phénomène Jordan Bardella dans l'opinion, notamment dans l'opinion de droite. Troisièmement, vous savez, Jordan Bardella, il a beaucoup de talent, mais il est jeune. Bien sûr. Il aura 30 ans comme candidat. À partir du moment où une campagne s'amorce, le regard des Français sur un candidat n'est pas le même que le regard des Français sur une personnalité politique. Les Français se disent,
Est-ce qu'on peut lui confier le nucléaire? Est-ce qu'on peut lui confier des négociations avec Trump, Poutine et Lula? Est-ce qu'on peut, dans un monde géopolitique qui est d'une violence aujourd'hui extraordinaire, confier les rênes du pays à quelqu'un qui n'a pas d'expérience d'élu, sauf député européen, où il n'a pas été élu localement? Dernière chose, Jordan Bardella, il a une petite équipe. Il a 5-6 fidèles. Vous savez, c'est quelqu'un qui travaille en meute avec 5-6 fidèles. Et il y a au sein du Rassemblement national des gens qui veulent pas forcément qu'il soit élu. C'est clair. C'est pas le RN n'est pas un parti qui fait bloc derrière Bardella. C'est le parti de Marine Le Pen. Attendez, restez avec nous parce que dans un instant, il va vraiment falloir qu'on vous parle de ce sondage qui est plus qu'un sondage, qui est une étude qui a été faite sur le vote RN. Très sérieuse. Et vous allez, c'est très sérieux, calmée. très solide, et vous allez voir que là, vraiment, c'est pas pour vraiment, la société française a changé. Elle a clairement changé dans sa perception du Rassemblement national et de l'exercice du pouvoir. Et comme disait Isabelle Saporta, les courbes se croisent. Vous allez comprendre pourquoi. À tout de suite. Voilà, Lunel, Brunet, Lunel, tout ça est sans filtre. Sans filtre également Patrick Vignal, l'ancien député Renaissance de l'Hérault. Un peu critique d'ailleurs sur la Macronie, c'est pour ça qu'on l'aime, Vignal. Très critique. Hein? Non, pas très critique, juste. Juste, voilà. À 42% le RN, Éric Brunet, il faudra qu'on se sorte... non, pas, je vais pas le dire. Ouais, non, pas doigt des ronces. On est quand même sur LCI. Doigt des ronces, doigt des ronces, voilà. Renaud Pilat est avec nous, Isabelle Saporta également. Donc, il faut absolument, c'est déterminant qu'on vous dise à quel point, sur la question du Front National, puis du Rassemblement National, nous les Français, nous avons évolué. Vraiment, les stats, les sondages et surtout les études précises qui sont faites nous disent que vous ne pensez plus, ne considérez plus le Rassemblement National aujourd'hui comme hier. Oui, jamais les Français n'ont été aussi en phase avec les propositions du Rassemblement national. C'est le résultat d'un baromètre annuel réalisé par le cabinet d'études Verian pour Le Monde. Donc chaque année, vous le voyez, il y a cette vaste enquête d'opinion. Et regardez, aujourd'hui, 42% des Français sont en accord avec les idées défendues par le Rassemblement national. C'est un record historique. Voilà ce que dit le directeur d'études de chez Verian. Tout semble glisser sur le RN, notamment les épisodes judiciaires qui ont entaché l'image de Marine Le Pen, mais pas la dynamique du parti, y compris au sein des sympathisants de droite. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça, Isabelle? Ce qui est dingue, c'est que quand vous voyez la 2019, c'est-à-dire hier, on était à 24% d'accord avec les propositions du Rassemblement national et 70% désaccord. Donc 2019. Et on est passé effectivement à 40% dans un mouchoir de poche pour les deux. Ben, ça veut dire qu'il y a eu, vous savez par exemple le petit épisode qu'on a eu, le petit cirque, le petit cinéma, je vous regarde parce que c'est vos amis, qu'on a eu ce week-end là, avec Sébastien Lecornu, qui a commencé notre Premier ministre, qui a commencé par dire je vais dissoudre les députés parce que vous êtes des tocards, parce qu'en fait vous serez pas capable de vous faire réélire, pour le lendemain dire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait vous savez quoi, en fait c'était pour de rire, je vais pas vous dissoudre. En fait, les Français ont l'impression que les députés et le gouvernement, pour trouver un budget, en fait, on est au spectacle. On est au spectacle et on regarde, au fond, un espèce de couple pathologique s'engueuler, et on n'a rien à faire là-dedans. Et là-dedans, vous voyez, qui est sur le côté de ce spectacle terrifiant ? LFI. Les extrêmes. Et voilà, LFI et le RN. Donc, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un accord et qu'au fond, il soit crédible et qu'en fond, on n'ait plus peur du Rassemblement national? C'est tout le cinéma auquel on assiste depuis des semaines et des mois, en fait. Voilà, c'est ça qui fait ça. Sauf que moi, je vous entends, vous dites à la marge, à gauche, nous avons LFI, à la marge, à droite, nous avons le RN. Sauf que ce que dit ce sondage, c'est que les gens, dans leur relative majorité, ne considèrent plus le RN comme à l'extrême. Non, vous avez raison. On dit l'extrême droite, les éditorialistes de France Inter disaient extrême droite, puis maintenant on commence à y avoir des gens qui disent la droite nationale, on dit plus l'extrême droite, etc. Et finalement, je pense que les Français considèrent que le RN, c'est les nouveaux LR, voilà. D'ailleurs, les 42% des Français sont d'accord avec ces idées. Une partie des Français. C'est beaucoup, dire que, oui, une partie, c'est la moitié, des Français, partie des Français. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'immigration, beaucoup de Français issus des immigrations de toute nature, y compris du Maghreb, qui votent RN parce qu'ils ont compris une chose, c'est que Marine Le Pen n'avait pas envie de fusiller les Français qui étaient issus de l'immigration maghrébine. Donc la réalité, c'est que je suis plus certain que le gars qui vote RN est considéré par son voisin aujourd'hui en France comme un extrémiste. Non, mais, et vous dites qu'il faut combattre le RN. Non, mais attendez, je me demande si votre discours qui consiste à dire
ils sont à 50%, etc. Je commence à me poser la question, est-ce que vous n'êtes pas ringard? Est-ce que la question aujourd'hui doit être il faut combattre le RN, les Français s'en foutent. En 2012, quand j'ai gagné, j'ai dit, le Rassemblement national ne se combat pas avec des paroles, mais avec des réponses. Voilà, aujourd'hui, les territoires ruraux se sentent oubliés. Aujourd'hui, ils ont l'impression qu'il y a une classe politique qui sort de Sciences Po, HEC, qui connaît pas le quotidien des gens. Les gens, ils ont envie qu'on leur parle de leur quotidien, c'est le premier point. Et le deuxième point, Éric Brunet, c'est que maintenant, des chefs d'entreprise, des gens n'ont pas peur d'aller afficher Rassemblement national. En 2012, les gens se cachaient. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler aux gens qui votent Rassemblement national. Vous savez, je vais vous dire, je l'ai dit sur votre plateau, moi, quand j'étais parlementaire, j'avais moins peur de croiser certains députés Rassemblement national que certains députés LFI. Et moi, j'ai fait le premier soir où j'ai perdu, j'ai dit, il n'y aura pas une voix pour le Rassemblement national. Je vous le dis ce matin, en début d'année, demain, s'il y a Mélenchon, Marine Le Pen, je vais me boucher le nez, je sais même pas si j'aurais pas aquaponé. Parce que c'est les mêmes. Vous avez LFI, c'est le déni de l'immigration, et vous avez le Rassemblement national, c'est l'hystérisation de l'immigration. Et nous, la gauche, et j'en prends ma part, chère Isabelle, on a fait des ghettos de pauvres et des ghettos de riches. On n'a pas ouvert les yeux sur l'immigration, la sécurité, l'intégration. Et aujourd'hui, là où Mélenchon est très bon, c'est qu'il est en train d'appuyer encore plus sur cette guerre entre les quartiers populaires et les métropoles. Voilà le vrai débat. Non, mais évidemment, Jean-Luc Mélenchon a une stratégie qui d'ailleurs peut se défendre vraiment de son point de vue, c'est jouer sur le vote communautaire. Sur cette enquête, elle est évidemment spectaculaire. C'est une bascule totale. Ceux qui s'intéressent à la politique suivent cette enquête qui est extrêmement sérieuse, avec un échantillon extrêmement large et qui est faite depuis plusieurs années. Donc c'est le même sondage, exactement. Vous vous rendez compte, depuis 24 ans. Qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, il me semble, un désir d'alternative immense chez les Français. C'est quoi? On les a pas essayés. En fait, c'est ça. On ne les a pas essayés. C'est la même chose, je parle pas des idées, c'est la même chose que 81. On change. C'est la même chose que, et d'ailleurs, depuis 81, il n'y a pas eu. Et peut-être 2007, on change, il y a un gars, Sarkozy, qui a l'air très énergique. Deuxièmement, effectivement, les idées ont énormément progressé. Mais regardez la sécurité et l'immigration. Il y a 10 ans, c'était en 6e, 5e position. Il y avait le chômage, la santé, l'éducation. Aujourd'hui, l'insécurité, ça arrive en 2e ou 3e position. Je suis désolé, le nombre d'homicides en France augmente depuis 4 ans. Il y a le générique, j'ai pas fini de... je vais le donner quand même, mon troisième argument. Mon troisième argument, c'est la nullité des opposants. Sauf Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, qui sont extrêmement efficaces. Il y a deux partis qui travaillent aujourd'hui le terrain. Il y a d'abord la France Insoumise, en deuxième le Rassemblement National. Les autres, c'est du gloubi-boulga. Vous avez vu une idée nouvelle depuis 10 ans de la part des autres? Aucune. Renaud, il faut changer la présidentielle. Il faut changer le système. Évidemment. Constitution 1958. Il y a les chaînes d'infos aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux. La présidentielle les rend fous. Il faut un régime parlementaire. La présidentielle rend dingue. Regardez, hop, on casse tout. Voilà. On casse tout. Parce que, en ce moment, est en train de se dérouler à Téhéran et dans la principale ville, dans les principales villes d'Iran, et une manifestation organisée par les mollahs. Voilà, les mollahs qui disent on siffle la fin du match. Maintenant, tous ceux qui nous soutiennent dans la rue contre les insurgés, contre les femmes, contre les hommes qui se battent pour le pouvoir d'achat et surtout contre la République islamique. Voilà, tous ces gens-là, pour la démocratie, tous ces gens qui se battent contre la République islamique, on va leur dire c'est fini. Et la question qu'on se pose, c'est combien il y a de manifestants? Est-ce que ce sont des foules immenses ou pas? Nous avons les premières images en direct. On va aller voir dans une poignée de secondes à Téhéran et ailleurs. À tout de suite. Mesdames, messieurs, mais je le fais à chaque fois. On déchire nos fiches parce que à chaque fois qu'une actualité vient contrecarrer ce que nous avions imaginé, on déchire nos fiches. Pourquoi est-ce qu'on déchire nos fiches? Parce que nous sommes en train de recevoir en direct les images de Téhéran. Et ce qui se joue est essentiel. Une contre-manifestation contre les opposants au régime a été organisée justement par les mollahs. Alors je ne sais pas tellement dans quelles conditions on a amené les manifestants
à manifester pour soutenir l'ayatollah Khomeini et les mollahs, mais en tout cas, ils sont là. Ce sont des images impressionnantes. On a vu une foule noire, alors, je sais pas, encore une fois, hein. On a vu des portraits de Donald Trump avec des menottes, etc. On fustige bien évidemment le grand Satan américain. Mais je dis, les amis, attention, attention. Le colonel Pierre de Jong est avec nous. Bonjour, mon colonel. Nous sommes avec Pascal Drouot, expert en géopolitique, chercheur associé auprès de l'Institut Choiseul et président de l'association France-Amérique latine. Nous sommes avec Magali Barthès, qui va nous rejoindre dans un instant, Renaud Pila, Isabelle Saporta et Nivine Potros, et vous, Didier Aïdjadi, réfugié politique iranien et sociologue. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous rappeler la puissance d'impact des manifestations légitimistes. En mai 68, le 30 mai 1968, il y a sur les Champs-Élysées toute la planète gaulliste qui manifeste et qui dit la chienlit ras-le-bol, les 68A ras-le-bol. Alors bien sûr, le général de Gaulle n'est pas l'ayatollah Khomeini, mais c'est le besoin de légitimité qui va l'emporter. Et cette manifestation sur les Champs-Élysées va mettre un terme définitif à ce mois d'insurrection, de blocage des universités, de blocage des usines, etc. Donc, il faut faire très attention, surtout que le pouvoir est en train de distiller un peu partout, Pascal Drouot, des images. Les images qu'on voit là en direct sur LCI, remettez-les s'il vous plaît. Ces images qu'on voit en direct, le monde entier les voit. Et il y a des gens qui se disent, ah ben vous voyez, enfin, le voilà le véritable Iran, celui qui aime les mollahs, celui qui aime les femmes voilées. Hein, il est de retour l'ayatollah Khomeini. Moi je me méfie beaucoup de ça. Oui, vous avez parfaitement raison. Ce sont des images révolution contre révolution. L'image est dans le cœur de la guerre de toute façon et dans le cœur de ces instants où les pouvoirs peuvent basculer. Et évidemment, la communication, l'image, c'est un aspect de la guerre d'influence et de tout conflit qui a ces résonances politiques ancrées au corps. Image dont on a l'habitude, Didier Aïdjadi, c'est une habitude du régime iranien d'organiser des contre-manifestations. Depuis 47 ans, on a ce type de manifestation organisée entièrement par l'État. Attention à la manipulation, effectivement. Cela, ça s'adresse à l'international, car les Iraniens eux-mêmes, ils savent de quoi s'agit-il. Tous ces gens-là, en fait, ils sont contre la liberté, contre la démocratie, contre les droits de l'homme, et donc ils sont pour le maintien du régime en place. Oui, mais attendez, Didier, je vous entends, mais essayons de penser contre nous-mêmes. Essayons de penser contre nous-mêmes. Tout le monde ici rêve que la dictature des mollahs, 47 ans, vous dites, tombe. Mais peut-être que ça marche, ça. Regardez, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire oui, on a envie que du retour à l'ordre, c'est pas possible. Peut-être que ça va être diablement efficace. Dans ce cas-là, il faut organiser, effectivement, donner l'autorisation à des manifestations concernant l'opposition ou les gens de la société iranienne. Regardez ces images. Oui. Elles sont impressionnantes ou pas? Il y a du monde ou... J'ai vu dans les informations des milliers, c'est marqué, par exemple, des milliers, y compris, par exemple, Figaro annonce des milliers là. OK, mais néanmoins, cher ami, là, concernant la société iranienne... Il y a des centaines de milliers, là. Oui, mais enfin, mettons... Centaines de milliers. Non, mais bon. 100 millions. 200 millions. Milliers, pardon. Mais néanmoins, 80% de la société iranienne est contre ce pouvoir-là. Vous pensez que ces gens-là, qui sont organisés d'une manière volontaire de la part d'un pouvoir, ça reflète la réalité sociologique et politique du pays? Mais vous vous trompez. Mais professeur, est-ce que vous pourriez nous expliquer qui ils sont, pourquoi ils sont tenus et comment ils sont tenus par le pouvoir, qui ils sont, comment ils s'organisent? Qui sont ces gens qui sont dans la rue? Et effectivement, vous avez complètement une question légitime. Qui est dans la rue? Les familles donc du clergé. D'accord. Car le clergé constitue en Iran l'ensemble des gens qui sont considérés comme clergé, les membres du clergé, de haut en bas, 400 000 clergés. Donc avec leur famille, ça fait, si vous multipliez par 3, ça fait un paquet. D'accord? La clientèle. Ensuite, vous avez effectivement les forces armées telles que les
gardiens de la révolution. Les chiffres sont variés. Allez, on peut se baser sur à peu près les membres des forces armées dans les 1 million, là. Donc, vous allez multiplier par X encore là, c'est-à-dire 3, 4 personnes là. Mais également, une partie de ces gens-là, ce sont des employés de l'État et que l'État les contrôle et il leur demande d'aller absolument, disons, à ces manifestations et ils sont contraints, ils sont obligés. S'ils vont pas y aller, eh bien, ils auront effectivement des sanctions concernant leur situation. Et donc, par la peur également, ils vont y aller. Donc, ce que vous voyez là, mettons là à peu près 10% de la société iranienne, là, 15% sur une population de 90 millions, si vous voulez, là. Alors, où sont les autres, là? Les autres, effectivement, n'arrivent pas à venir, effectivement, dans ces grands axes. C'est parce que le régime cherche à les tuer, à les décourager. Et donc, c'est effectivement, l'objectif de ce type d'opération, c'est quoi? C'est une opération de manipulation orienté vers le monde occidental pour dire qu'effectivement, vous voyez, ne cherchez pas à nous déstabiliser, ne cherchez pas à nous descendre là. Il y a la population qui nous descend. Alors dans ce cas-là, qu'il y ait des journalistes indépendants de nos journaux, qu'ils aillent là-bas, qu'ils fassent effectivement des enquêtes auprès de cette même population pour identifier véritablement la nature de ces gens-là. Renaud. On peut se demander, moi il me semble que la seule question, alors je ne suis pas évidemment un spécialiste de l'Iran comme vous, mais lorsqu'on se documente beaucoup depuis une quinzaine de jours et 3 semaines, il y a déjà eu des révoltes. Hein. On est à la 5e ou 6e révolte depuis 47 ans, et à chaque fois elles ont été matées dans le sang. Il faut savoir que l'Iran, en tout cas les forces du régime, et ce dont vous avez parlé effectivement, les images que l'on voit, ce sont des gens qui tirent contre les jeunes derrière la tête. Ils tirent dans le dos. Ils vont même, j'ai lu, encercler les hôpitaux pour empêcher les familles d'avoir accès au corps. C'est l'horreur, la répression iranienne. L'horreur. À chaque fois, ça a fonctionné. La seule différence, c'est que là, qu'est-ce que je vois selon ces images qui sont très impressionnantes? Il y a peut-être des centaines de milliers de personnes lorsque l'on est effectivement, on regarde ces images et qu'on est habitué aux manifestations. Mais c'est l'Iran de plus de 50 ans. C'est l'Iran de plus de 60 ans. Moi, je vois aucun jeune. Je vois aucun jeune. Et il y a vraiment une fracture générationnelle entre les Irans de plus de 50 ans ou plutôt 60 ans et puis les jeunes générations qui n'ont pas connu 70 ans. Ben là, pour vous faire mentir, ils vont mettre des jeunes filles voilées évidemment, pour vous faire mentir. Elle a 9 ans. Oui. Elle a 10 ans. Donc, ils viennent avec leurs enfants. Vous avez vu des adolescents? Vous avez vu des jeunes qui ont leur portable et qui, grâce à eux, nous envoient depuis 4 jours, parce que le blackout Internet ne fonctionne pas, nous envoient à nous, les journalistes, des vidéos. Hein? Donc, et dernière chose, c'est le bazar qui a commencé la révolte. Le bazar, c'est les commerçants, qui ont toujours été en tout cas des gens qui acceptaient le régime. Là, ils ont faim. Pierre, ils ont faim, les Iraniens. Je vous passe la parole dans un instant. Claire, c'est comment pour un journaliste? On peut envoyer une équipe en Iran demain matin? Non, bien sûr. Non. Par le passé, d'ailleurs, on a déjà essayé d'envoyer des équipes, notamment pour la guerre des 12 jours. En juin dernier, nos équipes n'étaient pas rentrées. Il faut des autorisations. De la Corée du Nord. Etc. La Corée du Nord. Évidemment, le régime ne souhaite pas que des journalistes indépendants puissent rentrer. Il donne certaines fois des autorisations, mais pour des cas très spécifiques. Par exemple, pour une nouvelle présidence, un enterrement d'un officiel ou des choses comme cela, mais c'est très 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 encadré. Et vous le savez bien aussi, les journalistes avec qui on travaille et qui vivent sur place doivent parler de manière très mesurée, puisque la répression vaut pour tout le monde, et limite en premier lieu pour la presse. Pendant la guerre des 12 jours, je me souviens, pendant les bombardements américains, nous avions un correspondant qui était sur place. On le traitait avec beaucoup de discernement. Les questions que je lui posais, je savais qu'il y avait des interdits. Enfin, personne me disait à LCI, je t'interdis de poser cette question. Mais on savait qu'il fallait pas lui poser des questions sur des tas de domaines très précis qu'il aurait mis en danger, lui. Et bon, voilà. Donc, effectivement, en liberté de la presse, on fait mieux. C'est très difficile d'analyser ce genre d'image. Par contre, il y a 3 constats. Premier constat, d'abord, cette séquence a déjà eu lieu.
2009, 2022 et antérieurement. À chaque fois, c'est la même chose. Une espèce de montée de pression, d'un peuple qui veut se libérer, et vous avez une contre-manifestation qui bloque cette montée en puissance. Première chose. Deuxième chose, 2011, je me rappelle, en Syrie, c'était la même chose. Il y a des manifestations qui ont commencé et qui n'ont pas été contrôlées. Et la grande différence, c'est le troisième point, c'est qu'en fait, les manifestations initiales de cette semaine, pas celle-là, je parle des précédentes, en fait, les gens n'ont pas d'armes. C'est des manifestations pacifistes où les gens ne se tirent pas les uns sur les autres. En fait, c'est la police et d'autres qui tirent cette population-là. C'est la grande différence par rapport à la Syrie. Le problème, c'est demain matin, si ça tire pas, cette révolution s'arrêtera. En fait, le pouvoir légaliste reprendra les affaires en main. La police, l'armée, surtout la police et les pasdaran reprendront ça en main, et il y aura une reprise en main du système, et hop, tout le monde à la maison. Il se passera rien. La grande différence, c'est les armes, pas les armes. Et là, pour l'instant, le peuple iranien n'utilise pas d'armes. Est-ce qu'il n'y a pas une autre grande différence, c'est Donald Trump. Il met une pression inouïe sur ce régime-là. Il a pris la parole de nouveau dans la nuit, vous le savez, de son retour de week-end depuis la Floride jusqu'à Washington. Il a pris la parole et il assure que la pression américaine est telle que les mollahs, ça y est, sont prêts à négocier et à ouvrir donc des pourparlers avec la Maison-Blanche. Écoutez. Les dirigeants iraniens ont appelé. Ils veulent négocier. Je pense qu'ils en ont assez de se faire cogner par les États-Unis. Une rencontre est en préparation. Mais nous pourrions devoir agir à cause de ce qu'il se passe avant la rencontre. Une rencontre est en préparation. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Effectivement, il y a des pourparlers qui vont commencer. Ou c'est une façon de dire les mollahs sont tellement affaiblis qu'effectivement, normalement, il n'y a plus de relations diplomatiques entre les deux pays. Oui. Mais là, ça va être établi. C'est vrai que là, depuis à peu près un an, il y avait des tentatives de négociation avec les Américains. Mais à chaque fois, les Américains, ils ont annoncé, les conditions sont les suivantes. 0 d'enrichissement nucléaire. 2, arrêter tout ce qui est effectivement comme aide financière à l'ensemble de ces réseaux terroristes islamistes dans la région. Mais également, montrez-nous, donnez-nous les 400 kilogrammes de l'uranium enrichi là. Donc, ils ont posé la question comme ça. Et le régime iranien, c'est-à-dire Khamenei, a dit toujours non. Et on ne peut pas négocier. Et même s'il change parfois son discours, mais au fond, il reste dans une logique de tension et voire de guerre également. Et que par conséquent, ce qui est aujourd'hui évoqué de la part du président américain, des Iraniens, ils posent la question suivante. Est-ce que les Iraniens, ils cherchent effectivement à avoir une signature avec des Américains concernant leur objectif nucléaire en Iran ? Eh bien non, les Iraniens, ils cherchent le renversement de ce régime-là. Donc il y a une certaine peut-être convergence entre la démarche des Américains pour faire de la pression sur le régime iranien, mais également les Iraniens qui exercent une pression sur le régime, mais il y a deux objectifs très différents. Ou bien il y avait un autre élément dans le discours du président américain, oui, ils sont en train de demander de faire de la négociation, c'est-à-dire ils sont en train de reculer, et ils sont peut-être capables aujourd'hui de signer et d'accepter les conditions imposées par des Américains pour une seule question, pour qu'ils restent au pouvoir. Au passage, quand même c'est délicieux, Donald Trump qui est out dans son avion, complètement les Iraniens. C'est-à-dire que les Iraniens qui ont passé toute leur vie, la République islamique, à brûler des drapeaux américains en public, etc. Là, on a vu dans la manifestation qu'on regarde, là, qui est en direct, des effigies de Donald Trump menottées, etc. Et il dit, ils m'ont téléphoné cette semaine. C'est quand même délicieux de voir que par derrière, les Iraniens cherchent à améliorer le sort du régime avec une négociation avec Trump. Je vous prie, quand vous parlez des Iraniens, distingue une chose. Les gens du régime et les Iraniens. Je vous en remercie infiniment. Pascal Drouot. Oui, non, on est d'abord dans l'hyper-pragmatisme de Donald Trump, qui manie très bien et la menace de la force, l'usage de la force, fort dose il y a quelques mois, et en effet cette tactique politique du deal.
Donc négocier, en effet, il a déclaré ça il y a quelques heures, avec le régime iranien, c'est peut-être aussi gagner du temps. Il est très clair qu'aujourd'hui, en tout cas, le régime, sur la scène internationale, moins vers l'Est, mais en tout cas à l'Ouest, est affaibli. La perte du Venezuela, parce que malgré tout, c'est ce que l'on disait, on a l'impression que rien n'a changé, mais tout a changé. La Russie occupée par l'Ukraine. La Russie occupée par l'Ukraine. Voilà. En tout cas, la perte du Venezuela, c'est vraiment une vraie difficulté pour l'Iran, comme d'ailleurs, et par voie des conséquences, le Hezbollah, qui est affaibli, mais bien sûr, le Hamas et les Houthis, mais bien sûr. Évidemment. Alors, vous l'avez dit, il y a la pression militaire qui continue, parce que Donald Trump l'a dit. Les pourparlers, visiblement, vont commencer, parce que ça a été confirmé par le ministre iranien des Affaires étrangères. Mais dans le même temps, Donald Trump maintient la pression. L'option militaire est toujours sur la table. Il commence, on dirait. Il semble que certaines personnes tuées n'auraient pas dû l'être. Mais nous examinons la question très sérieusement. L'armée examine la question. Et nous étudions des options très fortes. Nous allons prendre une décision prochainement. Des options très fortes. Quelles sont-elles, Nivine ? La première, la plus radicale évidemment, ce serait de frapper directement le territoire iranien. Et selon plusieurs responsables américains cités par la presse, eh bien, les cibles, elles auraient déjà été choisies par l'administration Trump. Les Américains envisagent notamment de frapper les services de sécurité de Téhéran, qui sont tout simplement utilisés pour réprimer les manifestants. Le président américain l'a martelé, sa priorité, c'est évidemment d'empêcher la répression des manifestants, d'où cette cible donc privilégiée, mais qui n'est pas la seule, évidemment, puisque Washington pourrait également envisager de frapper bien des sites militaires, des infrastructures nucléaires, comme ce fut le cas l'été dernier. Des attaques contre des bâtiments institutionnels seraient également une option sur la table, même si pour l'heure, il faut le préciser, frapper le territoire iranien, ce n'est pas la priorité pour Washington. Dans le clan Trump, certains se demandent si finalement ce ne serait pas contre-productif pour les manifestants, et qui plus est, d'un point de vue purement militaire, ce n'est pas le bon moment pour les États-Unis, parce que leur porte-avions, le USS Gerald Ford, eh bien, il a été transféré vers l'Amérique latine, ce qui veut dire qu'en cas de riposte, eh bien, les États-Unis n'auraient pas forcément de quoi protéger efficacement l'ensemble des bases qu'ils ont au Moyen-Orient. Ça veut dire qu'il y a d'autres pistes alors ? Alors l'autre piste serait de viser ces mêmes cibles, mais pas avec des frappes, mais via des cyberattaques. Le résultat serait le même. Le régime de Téhéran aurait des difficultés à réprimer les manifestants. Donald Trump, il envisage également de faire tomber le régime de l'intérieur. C'est très intéressant, en fournissant notamment une couverture Internet aux manifestants, puisque Washington estime bien que les Iraniens, quand ils pourront à nouveau se connecter à Internet, eh bien, vont organiser le renversement des mollahs. Des opérations d'information diligentées par Washington pourraient avoir lieu également. On parle aussi de sanctions. Toutes les options sont sur la table. Probable résultat demain autour de Donald Trump pour cette réunion autour de Marco Rubio, du général Dan Kane et de Pete Hegseth. C'est ce que disait tout à l'heure notre intervenant Didier Idjadi, qui est universitaire français mais qui est un réfugié politique iranien, qui est en contact avec la société iranienne, Pierre de Jong. Il disait faut pas penser qu'il y a une société très claire qui est anti-Mollah sur 90 millions d'habitants et que tous les anti-Mollah sont pro-américains et bénissent la statue de Donald Trump tous les jours. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, sur la question du nucléaire militaire, beaucoup de anti-Mollah, de anti-république islamique disent oui, mais l'Iran a le droit d'avoir l'arme nucléaire. Donc certains considèrent que les États-Unis font de l'ingérence et pourtant ils sont anti-république islamiste. Tout ça est très compliqué. Le sentiment anti-américain, quand même, même si ça a un peu bougé ces dernières années, le sentiment anti-américain, il reste quand même une constante dans la société iranienne. C'est vrai que les Iraniens sont des gens très particuliers. On peut pas agir, en Iran comme en Syrie. Par contre, le problème, c'est que dans les options, on voit que c'est archi conventionnel. Je veux dire que l'option lourde, c'est bombarder des trucs, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas fonctionnel. Vous cassez du matériel et puis ça sert pas à grand chose et vous risquez d'avoir un retournement d'opinion publique. Par contre, le problème, c'est le non conventionnel. C'est ça qu'il faut faire. Et le non conventionnel, c'est quoi ?
quoi? Ben, effectivement, c'est les attaques cyber, etc. Mais ça suffira jamais à arrêter les masses qui sont là. Le problème, qui peut aujourd'hui, bloquer les Iraniens? Les Israéliens sont les seuls capables aujourd'hui de mettre des cibles en place, de détruire ces cibles, quelque part, de déstabiliser le pouvoir iranien. Ce sont les seuls qui sont capables. Aujourd'hui, les Américains ne peuvent être qu'en support et qu'en appui de deuxième rideau. Mais en aucun cas... Oui, Pierre Dionne. Oui, il est présent. Non, mais ça passerait pas. Ça passerait pas. Qu'est-ce qui ne passerait pas? Ah non, mais attendez, les Israéliens... Mais on le saurait pas. Non, mais on le saurait pas, oui. Enfin, les Israéliens qui interviennent fortement, me semble-t-il, encore une fois, en lisant ce que disent les experts militaires, les experts de la région, ils disent que une intervention connue des Israéliens permettrait, en tout cas, à des millions d'Iraniens de faire bloc. Même s'il n'y a pas une haine des Juifs dans la population et d'Israël dans la population iranienne, il me semble que dans la région, ça serait assez mal vu. Dernière chose, ce qui s'est dit hier, en tout cas ce qu'a fuité de la part de certains journaux américains, c'est qu'effectivement les militaires sont très 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 dubitatifs sur une action parce que c'est très compliqué. L'enlèvement de Khamenei, hors de question. Des troupes au sol, hors de question. Trump n'en veut pas. Dernière chose, du ciblage de bâtiments militaires. Est-ce que vraiment ça aiderait les millions d'Iraniens? C'est très compliqué. C'est pour ça que moi je trouve je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est très compliqué. Oui. La complexité de la tectonique des opinions. Bombarder l'Iran à un moment donné, ça crée même de la solidarité entre les Iraniens qui sont pourtant contre la République islamique. C'est très complexe. La tectonique des... Ouais. C'est très occidental. Voilà. Je crois que il y a des tas d'Iraniens qui veulent plus de la République islamique, mais qui veulent pas de Pahlavi, mais ils sont souverains. le fils du Shah. Bien sûr. Et ils sont souverains. Il y a des tas d'Iraniens qui veulent pas que ce soit les Américains qui leur remplacent leur régime. Ça n'a jamais marché. Mais la seule solution, c'est l'embrasement. Le problème, c'est le chaos. Ouais. L'embrasement est la solution, parce qu'en fait, il y aurait, vous savez, du chaos, il y a toujours quelque chose. De près, imaginons un pays comme l'Iran, chaotique comme la Syrie l'a été pendant 10 ans. C'est presque impensable. Je veux dire que ça déstabiliserait l'ensemble, les cours du pétrole, etc. Aujourd'hui, les Américains ont besoin d'avoir un cours du pétrole qui reste là où il est, à 35 $ le baril. Ça arrange tout le monde. Demain, l'Iran s'embrase. Puis le chaos, ça fait quoi? C'est qu'on regrette les précédents. Souvenez-vous, dans les années 95, les manifestations pro-communistes à Moscou. Voilà, à chaque fois c'est comme ça. Dès qu'il y a le chaos qui s'installe, on devient nostalgique de Bourguiba en Tunisie, on devient nostalgique du régime d'avant. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réagi ce matin aux derniers propos de Donald Trump. Regardez, la République islamique d'Iran ne cherche pas la guerre, mais est tout à fait préparée pour la guerre. Nous sommes également prêts à des négociations, mais ces négociations doivent être équitable, avec des droits égaux et fondés sur le respect mutuel. Voilà pour la dernière déclaration. On est prêt à combattre. Et il le dit un peu après, il dit un canal de communication, ça y est ouvert avec l'émissaire américain. Donc il parle de Steve Witkoff. Donc ça veut dire que ça y est, c'est effectif. Pardonnez-moi, deux petits points. Un, c'est le régime islamique au pouvoir, qui depuis 47 ans a défini une politique de tension et de guerre au niveau du Moyen-Orient. Qui a dit que, dès le départ, que Israël est un cancer, qui a mis en place tous les réseaux terroristes au Moyen-Orient. C'est la logique de guerre envisagée par le régime iranien. Et aujourd'hui, si effectivement le régime, il tue, c'est-à-dire entre 200 personnes, et voire certains médias ont évoqué jusqu'à 2000 personnes qui ont été tuées hier soir là. Eh bien, c'est une guerre contre la société iranienne, contre les civils iraniens, etc. Et donc, ce que lui, il évoque, effectivement, là, disons, le responsable de la République islamique, il est en train, disons, d'avouer qu'effectivement, ils sont en situation d'échec et d'impasse. Et donc, ils veulent faire, effectivement, une sorte de paix avec les Américains pour que les Américains les laissent au pouvoir, que les frappes qu'ils envisagent ne soient pas véritablement fatales par rapport à leur existence au pouvoir. Donc c'est un signe de faiblesse. Donc c'est un signe de faiblesse. Oui. Moi, je suis frappé, en fait, en regardant ce que déclarait le ministre des Affaires étrangères, par le fait que la rhétorique est la même, quel que soit le régime autoritaire. C'est toujours apparaître comme une victime, finalement. Là, on est victime des sanctions américaines, victime de l'ordre international. Je rappelle d'ailleurs que l'Iran est, depuis l'année dernière, membre des BRICS.
fait partie des nouveaux membres qui ont adhéré à ce groupe économique qui se veut alternatif et pesé par rapport au groupe du G7 notamment. Donc voilà, donc c'est toujours faire apparaître l'acquis, se montrer fort et constamment se victimiser et dire c'est toujours la faute des autres. Voilà, j'étais en train d'appeler les images en direct de la manifestation pro-Mollah, pro-régime à Téhéran, mais on vient de me dire que voilà, pour l'instant on les a plus. Ils ont une maîtrise totale. Regardez, Eric, ces gens-là, les hommes, ce sont des membres de Basiji qui sont là sur la place. Les Basiji sont payés directement, ce sont des milices armées, mais sans avoir l'uniforme. Oui. Et donc, ces gens-là qui sont mobilisés ainsi, en grosse partie, ce sont des Basiji, c'est-à-dire un des corps militaires du régime islamiste. Ouais. Est-ce que c'est vrai que la police a fraternisé à de très nombreuses reprises avec les manifestants? La police, la vraie police. Il y a eu quelques cas. Oui. Les militaires aussi, au passage. Oui, mais les militaires. C'est une armée, toute petite armée, et pas très bien entraînée, pas très bien équipée, et qui est prête en fait à basculer. Pourquoi? Parce que en fait, leurs parents, leurs familles, etc., sont concernés par cette révolution. Ils seraient plutôt tentés pour, de rejoindre. Le problème, c'est les Pasdaran et les Basiji qui sont une force qui est équivalente à celle de l'armée. Ils sont des brites. Ils sont des tueurs. Et pour finir, est-ce que tirer derrière la tête, de dos. Est-ce que les Américains veulent bien que Reza Pahlavi aille là-bas faire la transition? Non. Non, vous dites non, vous? Ah non, mais Trump a dit qu'il n'était pas au niveau. Ouais. Il a dit qu'il n'est pas au niveau, mais en même temps, on a eu d'autres informations non officielles. On croit effectivement, il y a une rencontre de prévue entre le président américain et puis Reza Pahlavi. Non pas à l'intérieur des institutions donc de l'État, mais dans un endroit, disons, de nature privée là. Et donc c'est normal, c'est parce que le président américain effectivement à la fois joue dans ses relations contre le régime iranien, mais en même temps effectivement il y a Reza Pahlavi. Et Reza Pahlavi de plus en plus lui-même il a dit qu'on compte sur l'aide des Américains. Mais est-il populaire Pahlavi auprès des Iraniens? Est-ce qu'il est populaire? En partie, il a gagné de la popularité là. Oui, il a gagné de la popularité. Deux décennies qu'il est aux États-Unis. C'est la première fois. Mesdames, messieurs, on va suivre ça de très très près. Vous l'avez compris, nous verrons si cette manifestation et les images envoyées dans le monde entier de cette manifestation par les mollahs, par le régime de l'ayatollah Khamenei, eh bien nous verrons si elle réussit à infléchir le sens de l'histoire en Iran ou pas. En tout cas, pour moi, c'est très important. Je me souviens, j'avais 13 ans, dans un petit restaurant avec mes parents. Je dis à papa, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une révolution en Iran. Il y avait plein d'espoir à l'époque. Comme l'ayatollah était en France à ce moment-là, à Nofle-le-Château, les gens de gauche disaient, chouette, tu vas voir, c'en est fini de la monarchie, la méchante monarchie du Shah d'Iran. Tu vas voir, maintenant la démocratie arrive. C'est un monsieur qui est très croyant, tu vas voir. Toute la gauche française, les journalistes de la bonne gauche française disaient formidable, cet ayatollah comédie, il va amener de la justice, c'est formidable. Tous, ils étaient soumis à la dictature religieuse, disons, de chiites en Iran, là, non seulement la gauche iranienne, mais également beaucoup d'intellectuels iraniens, mais également ici en France, parmi les intellectuels, n'oublions pas l'erreur fondamentale de Michel Foucault, qui a écrit que ce qui se passe en Iran, cette révolution-là, c'est l'âme d'un monde sans âme. L'âme d'un monde sans âme. Et je l'ai rencontré au Collège de France, c'était avant sa mort, quelques mois avant. J'ai dit, cher ami Foucault, vous avez dit une telle phrase et vous avez apprécié la révolution islamiste. Et il a pris sa tête comme ça, il m'a dit... Écoutez, on se trompe parfois et on ne sait pas pourquoi. En tout cas, la répression avait été faite. Et lui, il était communiste, et contrairement à bien des Iraniens de gauche, il n'a pas senti cette révolution en 79. Mais c'était l'anticapitalisme et l'anti-américanisme de Foucault. C'est on est dans une période où l'anti-Amérique est très fort. Il y a un nouvel appel à manifester. Le postmodernisme de Foucault et l'anti-américanisme et qu'il a conduit vers cette bêtise incroyable. Même s'il a dit effectivement on ne sait pas pourquoi, je lui ai dit la chose suivante, mais à vous de nous expliquer, d'analyser votre erreur, car un grand intellectuel quand il se trompe sur un événement si tragique, eh bien ça se pardonne pas.
Merci. Au passage, la réaction nulle des Européens. Ouais. Bah, franchement, on est en dessous de tout. On est en dessous de tout, les 27. Bon, les amis, après avoir parlé du postmodernisme de Michel Foucault dans cette émission, pour vous dire que France Culture n'a qu'à bien se tenir, on les dégomme. Ça vole au trou. Nous, on fait des émissions sur le postmodernisme de Michel Foucault sur LCI à 1 heure de grande écoute et on n'a peur de rien. Voilà. La question suivante, mesdames, messieurs, que nous allons traiter avec vous, puisque aujourd'hui c'est ouvert la possibilité pour les Français de s'inscrire au service militaire, au service national, qui est pas tout à fait un centre aéré, qui est quand même un truc un peu plus... maintenant ça va durer 10 mois, on va être payé, etc. Donc un peu plus militaire, quoi, que ce qui existait avant. Enfin avant l'année dernière. Et alors la question quand même qu'on s'est posée, nous, voilà, est-ce que les jeunes Français, vous voyez, sont prêts pour la guerre? Est-ce que les jeunes Français, pour parler encore un peu clair, sont prêts à mourir pour leur pays en 2026? Moi, ça me paraît un peu conceptuel comme question, parce que franchement, quand je vois la génération des mecs ou des nanas qui sont autour de mes enfants, qui ont 18, 19, 20 ans, ils sont 3, 4, 5 heures par jour sur TikTok et sur Instagram, intuitivement, je les sens pas tout à fait disposés à mourir pour leur pays, mais je me trompe peut-être. Alors, on va en débattre effectivement, mais en tout cas, ce service national militaire, donc, volontaire, lancé par Emmanuel Macron, vous le savez, officiellement au mois de novembre, eh bien ça y est, la campagne de recrutement a été lancée ce matin par la ministre des Armées. Regardez, c'est un sujet de Jeanne Cancard. À 21 ans, James, animateur en EHPAD, veut changer de vie. Et ça commence aujourd'hui. Je suis en train de déposer ma candidature pour le service national. Il espère être sélectionné pour intégrer le service national volontaire, comme une préparation pour lui à une future carrière dans l'armée. J'ai vu ça, j'ai saisi l'opportunité. Là, je me suis dit, en fait, ça serait une première expérience pour moi, pour ensuite m'engager et voilà, pour me lancer, en fait. Pour motiver d'autres jeunes à s'inscrire dès aujourd'hui, des clips de campagne et des avantages. Pendant les 10 mois de service national, les jeunes sélectionnés entre 18 et 25 ans seront rémunérés 800 € minimum par mois. Hébergés, nourris, équipés de tenues militaires, ils bénéficieront de 75% de réduction sur les trajets en train. Au total, 3000 postes sont à pourvoir. Opérateurs de drones, aides-soignants, informaticiens ou même boulangers. 1800 postes rien que pour l'armée de terre, 600 dans la marine, autant dans l'armée de l'air et de l'espace, qui a déjà reçu 800 candidatures depuis ce matin. Un début de campagne de recrutement qui s'inscrit dans un contexte international tendu, comme l'a souligné ce matin le chef d'état-major des armées. Bien sûr, s'il y avait une crise immense pour notre pays, tout le savoir-faire des jeunes qui auront vécu 1 an dans les armées, qui auront appris un métier, pourraient éventuellement être rappelés pour aider le pays à faire face à une crise majeure. Cette année, 150 millions d'euros sont investis. D'ici 2030, le gouvernement vise le recrutement de 10 000 volontaires. Bon ben voilà, mais moi j'aurais bien aimé qu'en bas on mette les jeunes Français, sont-ils prêts à mourir pour la France? Je sais pas, vous avez des enfants, vous, Isabelle Saporta, est-ce que vos filles sont, puisque maintenant ce service national est une affaire d'hommes comme de femmes, de jeunes filles, jeunes femmes, sont-elles prêtes à mourir pour la France? Et vous, Eric, vous êtes prêt à mourir pour la France? Non, mais pardon, mais si vous voulez, c'est toujours... Non, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les jeunes, pardon, hein, les jeunes à qui on prend 30%... Bah voilà, à qui on prend 30% de leur salaire, hein, pour payer les retraites des seniors, à qui on prépare absolument pas l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on met 2 fois plus d'argent sur nos retraites que sur notre école. On ne fait aucun grand projet, ni d'armement, ni de nucléaire, ni de quoi que ce soit. Il n'y a aucun grand projet d'avenir. Le seul truc qu'on ait trouvé, c'est ce truc chipouille. Alors, je parle devant, sous votre contrôle. Avec, exactement. En leur proposant en plus moins cher que s'ils s'engageaient vraiment dans l'armée. C'est quoi ce truc bas de gamme, là, qu'on leur propose aux jeunes? Pourquoi on leur propose pas les mêmes sous que s'ils s'en prennent? Combien c'est quand on commence dans l'armée? Alors, je dirais pas que c'est bas de gamme. Le mot est un peu raide, quand même. Oui, mais vous le pensez. Donc, laissez-moi le dire. Alors, non, mais je vais répondre à la question qui m'est pas posée. La première chose, d'abord, les rémunérations. Honnêtement, 800 €, c'est pas assez. C'est-à-dire que les Allemands ont le même modèle actuellement. Ils mettent en place le même modèle et c'est le double. Donc déjà, on n'est pas sur le modèle. C'est vrai que la rémunération n'est pas attractive, c'est moins qu'on puisse dire.
Maintenant, on va toucher une assiette qui est extrêmement basse. Enfin, on est en banqueroute. On est en banqueroute. 3000 hommes en première année, c'est rien du tout. C'est 3000 hommes peanuts. et femmes, hein. Attention, c'est ouvert à tous, pardon, de 18 à 25 ans. Soldats, il faut faire attention. Je suis de la vieille génération, des fois je bug. Je reviens tout de suite dans l'axe, sur le rail, tout de suite sur le rail. On se trompe pas. Mais c'est vrai que les 3000, c'est pas beaucoup. Donc c'est une expérimentation qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ça va monter en volume, ils nous ont fait jusqu'à 10 000. Enfin, 10 000, ça reste pas. Vous savez qu'une tranche d'âge. 10 000 en 2030, et ils aimeraient plus de 42 000 en 2035. 10 000, mais c'est ridicule. C'est la population de Condon dans le Gers. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 10 000 Est-ce qu'ils sont prêts à mourir pour la France dans le Gers? Je sais pas. Une tranche d'âge. Vous n'échapperez pas à la question qui est inscrite en bas là. C'est ça la question. Alors je vais répondre. Les jeunes Français. Je suis pas un moraliste. Je suis pas en train de dire moi je serais mort pour mon pays. Non, c'est pas mon sujet. Ces jeunes Français je vais vous donner prêts à mourir pour la liberté de la France. Je vais vous la donner. D'abord une tranche d'âge, c'est 500 000 personnes, 500 000 soldats potentiels. Donc 10 000, c'est pas beaucoup. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je vais expliquer quelque chose. Ça, c'est le soldat qui parle. Quand le soldat il rentre dans l'armée, le problème, très souvent, il est en rupture scolaire, rupture familiale, etc., etc. Donc déjà, l'armée joue un rôle qui est le rôle, de l'intégration d'un jeune homme qui a en général 18-19 ans. Premier point. Le deuxième point, c'est la mécanique de groupe qui fait ça. Et le problème, votre question, il faut la poser au soldat 1 an après son arrivée dans le régiment. Là, le gars vous répondra. Parce que le soldat, il meurt pourquoi? Pas pour des idées. Il meurt pour son chef. Il meurt pour le sergent qui est à côté de lui. Pour son lieutenant. C'est pour ça qu'un homme meurt. Et à ce moment-là, la mécanique de groupe va jouer. C'est pour ça que votre question, elle est trop théorique. Elle est juste et trop théorique. Moi, j'ai des enfants aussi, évidemment. On peut se poser la question. Mais tout le monde va dire, non, je veux pas. Moi, j'ai un fils qui est capitaine. Je lui ai déjà dit, demain, tu connaîtras peut-être la guerre. Mais en fait, il a accepté d'aller au combat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, la mécanique collective, elle est très puissante. Et vous savez, l'armée française, c'est une machine à intégrer n'importe qui. Et donc, ça fonctionne. C'est une machine à intégrer. Et donc, ça fonctionne. Une lessiveuse. Et vous puis, y rentrez. en cas de crise, on peut se révéler. Moi, j'avais rencontré un militaire de 90 ans qui était tout jeune pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a embrassé donc une carrière militaire ensuite, et qui m'expliquait, ça fonctionne. En France, on est souvent fleur au fusil. Et puis, dès que ça rentre dans le dur, eh bien là, on se réveille et on y va. Moi, je vous donne un exemple. Je suis parti en opération, un week-end, ça arrivait tout le temps le week-end, le soir, c'est comme les accouchements, c'est toujours le week-end et la nuit, évidemment. Et on avait des soldats qui étaient en permission, on prenait les avions, etc. Les types, ils paniquaient à l'idée qu'on parte sans eux. Donc le problème, il faut savoir que le groupe, le lieutenant appelle les sergents appellent leur groupe, les caporaux, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de structure, et cette structuration, elle est fondamentale. Et plus vous êtes dans les unités de combat, et plus, je ne rentre pas dans le détail évidemment, plus cette solidité est fonctionnelle. Alors il y aura toujours un déserteur ou pas, il y aura toujours mais massivement, encore une fois, il y a une véritable recherche, et ça fonctionne vraiment la machine fonctionne. C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans une guérilla, type la résistance en 40, ou bien à Gaza, quand on lutte contre Israël, on lutte pour les siens, on lutte pour sa famille, etc. Mais dans une vraie armée constituée et qui fabrique des groupes, une armée moderne, on meurt pour ses chefs, en quelque sorte. J'ai un autre exemple à vous donner. C'est intéressant comme raisonnement. Mais bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Le gars, il voit son sergent à côté de lui ou son lieutenant à côté de lui, et c'est comme ça que ça fonctionne. Le deuxième point, un exemple très concret, c'est qu'un exemple avec la perte des bases en Afrique. Donc il y a moins de missions, et le recrutement fonctionne moins. Dès qu'il y a quelque chose, parce que les gens, ils veulent faire autre chose, quoi. Un gamin qui a 18-19 ans, vous savez, au bout d'un moment, il sait bien qu'il est en train de scroller toute la journée sur son bazar. Donc il a envie de faire autre chose. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il recherche quelque chose. Et l'armée, c'est vrai, peut le donner. Moi, personnellement, je vais donner mon exemple in fine, le mien, qui est le seul ultime. Je préparais les arts déco avant de rentrer dans l'armée. Je sais pas du tout. Les arts déco? Les arts déco. Vous vouliez être peintre? Ben oui, bien sûr. Mon colonel, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la chienlit. C'est les hippies qui sont peintres, c'est les poètes. Entre danseuse étoile et peintre. J'aurais voulu être danseuse étoile ou peintre. Bon, ni l'un ni l'autre ça a fonctionné, mais l'armée ça fonctionne. Quel que soit le gars que vous mettez, s'il a si le gars est un peu sportif, pas de problème de santé, etc. Ou la jeune fille. On les a, oui, absolument. Ou la jeune fille. Ou la jeune Vous fille. avez tendance à oublier. Oui, c'est vrai. Mais j'ai une génération, il y en avait assez peu. Dans mon régiment, il y en avait 7. Donc voilà, donc je peux pas dire. Mais encore une fois, je l'accepte. Pourquoi? Parce que les filles, elles sont super motivées. Et elles jouent à une mécanique d'entraînement qui est phénoménale. Donc encore une fois, il y a rien de. Mais bien sûr. J'ostracise personne, bien évidemment. Mais encore une fois, la mécanique de groupe, faut pas l'oublier. Et les chefs qu'on parlait ce matin, ils le savent très bien. Alors les aviateurs un peu moins, parce que eux c'est très technique. Mais l'armée de terre, elle fonctionne que comme ça.
Renaud Pilat, sans aucun doute, vous qui avez maintenant 71 ans, si vous aviez eu 22 ans là maintenant, 22 ans, il est prêt à mourir pour la France, mais toujours. Vous auriez été prêt à partir au combat pour la France, voire même à vous engager. Bien évidemment. Non, mais vous êtes sérieux ? Oui. Enfin, oui, si la Bretagne, le Sud-Ouest, on est d'accord. Les Alpes-Maritimes. Mais attendez, enfin, à un moment donné, soit vous êtes privé de liberté, soit vous vous engagez. Après, j'aurai la trouille, hein. J'aurai une trouille bleue. Trouille bleue. Vous pensez vraiment que j'irai pas Enfin bon, bref. Non, mais après, vous obéissez aux ordres. Et vous pensez qu'en 14-18 ou alors en 39-40, ils n'avaient pas une trouille bleue ? Moi, mes grands-parents m'ont raconté. Mais ils avaient une peur dingue. Ils tremblaient. Vous y allez pas comme ça en chantant tout va très bien, Madame la Marquise. Deuxièmement, je vous rends la parole tout de suite. Moi, je suis un passionné de 14-18. Il y a un écrivain peu connu qui, dans les années 30, a fait 14-18. Il a écrit un livre qui s'appelle La peur. Gabriel Chevalier, c'est son nom, Gabriel Chevalier. Et il est le premier à raconter ses tranchées à lui, de 14-18, comme simple, mais à travers le prisme de la trouille, quoi. D'une trouille. Il raconte 5 ans de peur bleue. C'est passionnant. Et à l'époque, quand son livre sort, les associations d'anciens combattants le discréditent, lui jettent. Voilà. Et c'est intéressant. La peur, c'est une chose qu'on avoue peu, qu'on dit peu. Et ce type a été le premier à en parler 15 ans après la guerre. Mais vous imaginez... Très bon, alors pardon, juste très bon prix Goncourt de cette année aussi, qui La Maison vide de Mauvigné, qui parle aussi de cette guerre et de la façon dont on revisitait les combattants en faisant des héros qui n'étaient pas et qui avaient la trouille, et que quand ils revenaient chez eux en permission, ils étaient totalement décalés avec le reste de la vie de famille. Merci. C'était la petite minute France Culture d'Elsie. Après Foucault. Après Foucault et le postmodernisme, c'est la France Culture. Rassurez-vous, mesdames, messieurs, on revient à France Pilat, on revient avec Renaud Pilat. Pardon. Et avec Renaud Pilat, au moins, ça on le sait, ça n'est jamais du France Culture. Renaud. C'est pas mais vous avez effectivement, Isabelle a bien raison de citer, je l'ai pas lu du tout, mais il paraît que le prix Goncourt de La Maison vide est extraordinaire. Dernière chose, vous avez effectivement je suis entièrement d'accord avec ce que disait Père de Jong, enfin en tout cas moi je l'ai expérimenté. Lorsque vous discutez avec des jeunes militaires, professionnels, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Le pire pour eux, c'est l'opération Sentinelle. Ouais. C'est l'enfer, l'opération Sentinelle. Et pourtant, ils font un travail extraordinaire pour nous protéger contre le terrorisme. Ouais. Mais c'est l'enfer. Vous les avez vus ? Ils sont là, mais ils sont incroyables. Ils sont par 5, par 6 ou par 15 avec le pas. Rien n'est fait au hasard. Ils sont 2 comme ça sur les côtés, 2 qui avancent, ils regardent partout. Mais attendez, ils sont pas engagés dans l'armée pour marcher à 3 à l'heure dans les gares. Et effectivement, ils veulent faire du terrain. Mais enfin, je vous trouve tous limite angéliques. Non, enfin, franchement, on voit pas les mêmes jeunes, quoi. Non, je vais pas l'être. Moi, chez moi, ça regarde Instagram et TikTok. Et franchement, l'idée que je puisse poser un jour, ça serait intéressant à mes enfants qui ont une vingtaine d'années et à leurs amis. Est-ce que tu es prêt à mourir pour la France ? Je pense qu'il... Mais parce que vous êtes une famille de hippies. Vous êtes une famille de hippies, c'est bien connu. Vous êtes un hippie avec des dreadlocks. Ils m'enverraient des boîtes de conserve à travers le visage. C'est-à-dire que... Moi, j'ai un fils de 15 ans qui va faire une PMT cet été, par exemple. Préparation militaire. Ouais. Parce qu'il dit, papa, ça m'intéresse, on peut pas, il va passer une semaine, donc il va mettre un uniforme. Ouais, mais fils de militaire. Oui, fils de militaire, famille de militaires. C'est pour draguer les filles. Ça, c'est pour draguer les filles. Un peu révolutionnaire quand même. Il va revenir à 15 ans et demi, il va dire à tout le monde. Moi, j'ai comme démissionné. Ah oui, d'accord. J'ai démissionné il y a quand même 20 ans. Pourquoi ? Parce que j'étais réfractaire à la réforme Armée 2000. Comme Pierre de Villiers. Alors lui, un peu plus tard. Ah non, mais il a été viré. Mais enfin, il est parti aussi. Également, j'étais réfractaire. Bon, en fait, ouais, quand même. Je voudrais juste un dernier point. Ce qui est très important, c'est les missions qu'il va avoir. Moi, ce que je crains, c'est que les 3000 hommes, là, on va les saupoudrer dans le système. Et comme ils n'ont pas destiné à aller en opération, ils vont faire les petites mains pour le truc. Ça marchera pas. Moi, j'ai pensé à un moment donné que ce service militaire amènerait vers une forme de garde nationale ou des structures, autonomes. Un groupe, une section, un régiment, une brigade, tout ce qu'on voudra, mais avec leur propre mission. Pourquoi ? Parce que là, on parle de projection de 10 000 hommes, 15 000 hommes, 20 000 hommes, etc. Qui va protéger le territoire pendant qu'on enverra 10 000 ou 15 000 hommes, je ne sais pas où, entre l'Ukraine, etc., etc. Je ne sais pas. Il faut des hommes. Et c'est à ça qu'ils vont servir. Et le problème, si on les saupoudre dans les unités... Attendez. Vous êtes en train de nous dire que les personnes qui vont s'engager à partir d'aujourd'hui, puisque c'est le sujet aujourd'hui, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on peut
s'engager pour le service national de 10 mois, c'est ça ? 10 mois. 10 mois. Ceux-là, ce sont ceux qui protégeraient le territoire national métropolitain, par exemple, en cas de guerre, si nous projetions sur des théâtres d'opération les 3 000 militaires professionnels. Mais quand on sera à 40 000, évidemment, parce que soit on les saupoudre, parce qu'encore une fois, tout dépend de ce qu'on va en faire. Et si ça fonctionne, on va finir par créer des unités avec des réservistes, avec des appelés, comme on dit. Et ça va fonctionner. Si on les met dans les régiments uniquement pour monter la garde, pendant que les autres vont au champ de tir ou vont en opération, ça ne fera pas. C'est tout le problème. Merci beaucoup, colonel Pierre De Jong. On va parler un peu de politique parce qu'on va suivre cet après-midi en direct les vœux formulés par Jordan Bardella. Ça se passe depuis la maison de l'Amérique latine à Paris. Jordan Bardella, ça y est, qui est arrivé sur place en compagnie de Marine Le Pen. Elle sera à ses côtés pendant son discours. On le voit ici sur ces images. Et Alison Tassin, vous êtes sur place. Alors, ce sont des vœux qu'on attend, bien évidemment, parce que c'est prononcé à la veille d'une journée extrêmement importante, voire capitale pour le parti. Ah oui, vous le concéderez que le timing de ces vœux est un peu particulier, juste la veille de l'ouverture d'un procès clé, à la fois pour le parti et pour le ou la candidate à la présidentielle. Jordan Bardella fait donc sa rentrée alors même qu'il a été demandé au cadre du RN de ne pas s'exprimer sur le procès juste avant, car, dit-on, eh bien, il faut réserver les arguments à la cour, un peu à l'inverse de ce qui avait été fait en première instance. Alors, répondra-t-il aux questions sur ce procès? Eh bien, nous le verrons tout à l'heure. En tout cas, il y a une volonté de la part du RN de faire de ce procès finalement un non-événement. On le voit avec ses vœux, on le voit aussi avec le déplacement vendredi de Marine Le Pen qui tiendra un meeting à Marseille pour soutenir Franck Alizio, le candidat au municipal, et qui devrait d'ailleurs multiplier ses déplacements pendant le mois que va durer ce procès. Marine Le Pen qui sera aussi également très présente devant la cour. Son entourage nous l'a déjà annoncé. Merci beaucoup, Alison. Donc, depuis la maison de l'Amérique latine où Jordan Bardella va prononcer ses vœux dans quelques minutes. On le suivra en direct. C'est programmé normalement aux alentours de 14h30. Journée capitale, effectivement, demain, où Marine Le Pen joue son avenir politique. Oui, puis juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, vous vous rendez compte qu'on va être en fait en breaking news sur LCI, sans doute les autres chaînes, sur les vœux de Jordan Bardella. C'est-à-dire que vous voyez ce qu'on se disait sur, au fond, demain, vous avez raison, commence 5 semaines cruciales pour Marine Le Pen avec ce procès en appel. Mais est-ce que, entre guillemets, le remplacement n'est pas déjà là? Elle a beau être à côté de lui. Voilà, c'est lui qu'on va entendre. Et on va l'entendre, effectivement, comme l'homme qui peut devenir président de la République, qui peut être candidat du parti qui fait aujourd'hui à peu près 35%. C'est quand même pas rien. Ce très jeune homme-là, c'est ça qui pèse sur ses épaules. Et on va tous être en breaking news et on va tous scruter ce qu'il va avoir à dire et on va tous se poser la question, parce que maintenant ça va être chacune de ses prises de parole, ça va être ça. Est-ce qu'il est taillé pour être face, comme le disait tout à l'heure Renaud Pila, face à Donald Trump, face à Xi Jinping, dans un monde aujourd'hui de prédation? C'est ça qui se joue. Et effectivement, moi je me demande si Marine Le Pen n'est pas, quoi qu'il arrive, presque empêché. Même si la justice revenait en arrière sur l'inéligibilité, en tout cas. Comment on revient en arrière alors qu'il est si haut dans les sondages, qu'il est plus haut qu'elle partout, que d'après le baromètre Verian, elle recule sur toutes les questions au fond de crédibilité politique, et qu'on lui... Enfin, les Français ne la suivent pas et les militants du RN non plus sur la question, effectivement, de sa remise en cause de la justice. Marine Le Pen empêchée quoi qu'il arrive. Ouais. Renaud Pila, vous faites partie de ceux, contrairement à Isabelle Saporta, qui pensent que Marine Le Pen, si jamais, en appel, son procès débute demain, elle était blanchie, ce serait elle qui reviendrait comme candidate naturelle de la présidentielle de 2027. Exit Bardella, pensez-vous? Oui, je le crois, parce que vous avez... alors déjà, il y a quoi? Je ne vais pas faire le pourcentage, mais enfin, il y a une chance très minime pour qu'elle soit relaxée, ou alors qu'elle ait une peine d'éligibilité, en tout cas, qui soit de 1 an, par exemple. En appel, ils peuvent la réduire. Elle aurait déjà été faite, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, il y aurait une prise en compte de la part des magistrats de l'importance d'une non-qualification de Marine Le Pen à la présidentielle. Si jamais elle pouvait se présenter, ça serait un choc politique. Parce qu'effectivement, comme le dit Isabelle, énormément de commentateurs et une grande partie des Français disent c'est pas elle.
Mais je peux vous dire, au Rassemblement national, ça serait quelque chose d'incroyable. Et ça voudrait dire quoi? Ça veut dire, une fois de plus, Marine Le Pen sauver des eaux. Marine Le Pen qui a, la dernière présidentielle, elle a réussi à faire regonfler Zemmour qui était à 18%. On l'a donné 20%, on l'a donné morte. Ça serait la 3e fois qu'elle se présente. Donc peut-être que certains Français diraient, cette fois, elle le mérite, c'est son tour. Il ne faut pas oublier que Marine Le Pen, c'est vraiment une bête politique. Exactement. On va scruter, vous l'avez dit, les mots de Jordan Bardella prononcés à l'occasion de ses vœux pour l'année 2026, à suivre en direct sur LCI. Marie-Aline Méli arrive dans une poignée de minutes. Excellent après-midi à tous. Et à demain, 12:02, c'est ça maintenant? Toujours. Midi -2. À demain. Si vous n'êtes pas là, 12:02 demain. On commence sans vous. Et on peut nous retrouver en podcast aussi. Et on le saura si vous n'êtes pas là. Et le podcast.